Smider, je suis PPH en hématobio à Cochin et on est ce soir jusqu'à peu près 20 h pour initier à tout ça. C'est là que les diapos ne passent pas. Ah, voilà. Donc, je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler l'hématopoïèse. Ludovic Lermite a dû vous la présenter en long, en large et en travers la semaine dernière. Vous partez d'un compartiment de cellules souches, vous le savez, qui vont être très enclins à présenter des anomalies moléculaires. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour aboutir à tout ce qui est pathologie observée et étudiée en oncohématologie. La moelle osseuse fonctionne au quotidien, fonctionne en permanence, elle est capable d'avoir des situations de stress, ça vous le savez, et le but c'est de maintenir un compartiment de cellules souches. Bonjour, les fameuses cellules souches dont on parle, qui sont des cellules tout en haut de la pyramide de la différenciation capables d'auto-renouvellement. Donc c'est important, on va voir que c'est des cellules qui sont épuisables et ce sont ces fameuses cellules souches qu'on greffe lors d'une allogreffe ou une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous en avez vu peut-être déjà ou pas encore, ça va venir. Vous savez que dans l'hématopoïèse, il y a un auto-renouvellement important des stades les plus immatures pour ne pas vider le pool, et surtout un processus de différenciation qui va être important dans les différentes branches de l'hématopoïèse. Et on verra qu'en fonction de la cellule qui est touchée par des anomalies moléculaires, comme on va y revenir aujourd'hui, ça va donner différents types d'hémopathie. Donc ça différencie, ça mature, retenez dans la moelle principalement, la moelle osseuse et des organes lymphoïdes pour les lymphocytes. Et donc ça associe différenciation et prolifération, essentiellement pour les formes matures, dans la moelle pour tout ce qui va être myéloïde et dans les ganglions pour tout ce qui va être lymphoïde globalement. Une hémopathie maligne, on appelle ça vulgairement le cancer du sang. Vous savez que c'est une transformation néoplasique de précurseurs hématologiques engagés, plus ou moins engagés. Plus ils vont être immatures, plus on va être sur quelque chose d'aigu. Vous connaissez le principe de la leucémie aiguë, il n'y a pas une leucémie aiguë, on verra qu'il y a plusieurs types. Comme tout cancer, c'est basé sur une cellule à un moment dans l'organisme qui acquiert ce qu'on appelle des hallmarks du cancer, des caractéristiques cancéreuses qui vont lui permettre principalement de proliférer de manière incontrôlée, bon, très bien, de perdre sa réponse à l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Donc la cellule normalement anormale est surveillée par l'organisme et doit mourir. Si elle mute, ou en tout cas si elle inactive les processus qui devraient la faire mourir, là on est relativement tranquille pour elle, en tout cas de son côté. Et bien sûr, dans tout ce qui va être aigu, il y a un blocage de différenciation. Vous savez que c'est la prolifération de blast. Alors, on utilise le suffixe blast, vous savez, préfixe avant, suffixe après, un peu de manière pas complètement correcte, parce que blast, ça signifie immature. Vous verrez, quand vous parlerez de leucémie, vous parlez du pourcentage de blast ou de la présence de blast, mais en théorie, blast, ça signifie juste cellule immature. Dans le langage, blast, c'est cellule leucémique, telle qu'on l'entend. Ça ne va pas être... pourquoi ça ne marche pas? On va faire ça à chaque fois. Voilà. Donc, en fonction du compartiment et en fonction des cellules d'origine où les mutations, en tout cas les anomalies moléculaires apparaissent, si c'est un compartiment myéloïde, une cellule souche qui a une propension à aller vers le lignage myéloïde, ça peut être soit le compartiment souche, soit le compartiment un tout petit peu engagé dans le côté myéloïde. On reste dans la grande catégorie des leucémies aiguës myéloïdes. Donc, c'est une grande famille, il n'y a pas deux leucémies qui sont pareilles, vous le savez, et les anomalies moléculaires vont permettre de les différencier et surtout d'aider au pronostic et à la prise en charge thérapeutique. Vous savez que lorsque les anomalies, ou en tout cas lorsque la prolifération incontrôlée des cellules touche des cellules plus matures dans le processus de différenciation, on est dans le cadre des syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques, dans le lignage myéloïde, qui sont, par rapport aux leucémies aiguës, on va quasiment dire des maladies chroniques, voire des maladies indolentes. D'accord ? C'est toujours, on parle d'hémopathie de haut grade ou de bas grade. Comment on peut séparer les hémopathies comme ça? Haut grade, bas grade, lymphoïde, myéloïde. Les leucémies aiguës sont dans les hémopathies myéloïdes de haut grade, et les SMP et les SMD que vous connaissez au moins de nom sont dans les hémopathies myéloïdes de bas grade. C'est-à-dire que ça évolue lentement, c'est-à-dire que cliniquement, on a du temps pour se retourner, alors que la leucémie, évidemment, c'est une urgence thérapeutique. De la même manière, lorsque les anomalies vont toucher des cellules plutôt engagées vers le compartiment lymphoïde, alors on a dans les cellules les plus immatures la grande catégorie des leucémies aiguës lymphoïdes et des lymphomes lymphoblastiques. Donc ça, c'est une prolifération incontrôlée de cellules lymphoïdes immatures, blablabla. Et lorsqu'on est
plus sur la prolifération incontrôlée de cellules matures. On est dans les lymphomes, rarement les leucémies parce que on a la leucémie lymphoïde chronique, qui est une prolifération de petits lymphocytes B, mais lymphome, B, T, NK, avec des noms tous plus différents les uns des autres en fonction de l'architecture ganglionnaire qui est anormale dans ces pathologies-là. C'est avant tout une maladie ganglionnaire. Donc, leucémie, vous savez, on a des cellules qui circulent dans le sang. Lymphome, on a un contingent de cellules qui est restreint aux organes lymphoïdes. Donc ça, c'est une diapo très générale. Le cancer, c'est avant tout une maladie grave, mais une maladie tissulaire qui prend en compte les cellules tumorales et l'environnement. Alors, pour l'hémato, on parle beaucoup de la moelle osseuse, qui est la niche hématopoïétique. Le micro-environnement médulaire est très important et il y a de plus en plus de thèmes de recherche qui s'intéressent au micro-environnement pour la simple et bonne raison que le micro-environnement de la moelle, donc là, on n'est plus du tout dans le contingent des cellules hémato, participe au développement et à l'apparition des cancers hématopoïétiques. Il y a une part tout aussi importante du micro-environnement, donc de la niche hématopoïétique dans le développement des leucémies, dans le développement des syndromes myéloprolifératifs, syndromes myélodysplasiques, etc. Et qui dit part importante, dit quoi du coup derrière? Si vous trouvez un acteur qui est important dans la physiopathie de la maladie, qu'est-ce qu'on peut envisager de faire, à votre avis? Thérapie ciblée. Alors, on n'en est pas encore à cibler le micro-environnement, mais il y a pas mal de pathologies où pour la rechute, en l'occurrence, ou même pour l'évolution, il faut être amené à cibler le micro-environnement. Il n'y a pas que les cellules hématopoïétiques dans la vie, et vous verrez, alors on n'en parle pas aujourd'hui, mais que les cellules du micro-environnement ont également des anomalies moléculaires, des anomalies génétiques. Donc il n'y a pas, le blast, il est important, mais il n'est pas tout seul, en tout cas à prendre en charge. Donc c'est une maladie cellulaire, effectivement, on parle principalement des cellules hématopoïétiques qui prolifèrent de manière anormale. On parle des blasts, on va parler des granuleux, enfin on va parler selon la pathologie envisagée. Et on verra que cette cellule, elle a, comme on disait au début, un certain nombre de hallmarks du cancer et caractériser la cellule tumorale en identifiant ses variations, en quoi elle est différente d'une cellule normale, une fois de plus, c'est une thérapie ciblée potentielle. Principal exemple, et on y revient un tout petit peu après, et puis on est dans le bon endroit pour en parler, la leucémie aiguë promyélocitaire, la LAM3, la LAP, vous connaissez, c'est une leucémie, on va dire maintenant, de bon pronostic. Je dis toujours, si j'avais à avoir une leucémie, j'aimerais bien celle-là, parce qu'il y a une thérapie ciblée qui a été mise en place ici il y a de nombreuses années maintenant, parce que le transcrit de fusion qui est responsable de cette prolifération incontrôlée a été caractérisé, ils ont compris comment ça marche, et donc il y a un traitement de la LAP qui est une thérapie ciblée. Donc comprendre comment la cellule en est arrivée à devenir cancéreuse, c'est une chance, entre guillemets, d'avoir accès à ça. Alors par contre, on a identifié maintenant de nombreuses mutations dans plein de leucémies différentes. Ça ne veut pas dire qu'on a des thérapies ciblées pour tout le monde. Donc il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de recherches pour identifier des inhibiteurs spécifiques des anomalies moléculaires qu'on va voir, en les priorisant un petit peu, parce que vous verrez que malheureusement, une cellule n'a pas une seule mutation. La LAP, c'est particulier. Il y a le transcrit 15-17, il y a la transloc, c'est simple. Toutes les autres leucémies, il y a des mutations un peu dans des voies différentes et on va voir que ça fout un peu le bazar parce qu'on ne sait pas forcément sur quoi taper. Et parfois, quand tu tapes sur un truc et qu'il y a 4 autres mutations à côté, la cellule, je lui fais ni chaud ni froid. Et donc, bien sûr, c'est une maladie de l'ADN, c'est-à-dire qu'on pourrait rentrer dans pas mal de caractérisations. On va, dans un premier temps, se concentrer en cytogénétique et en biologie moléculaire sur les anomalies de l'ADN. Vous savez que c'est constituant des cellules. On verra le nombre de milliards de paires de bases. C'est bien sûr pas à retenir pour votre pratique au quotidien, mais vous savez qu'on analyse soit des gènes ciblés, soit des exomes. Avant qu'on voit la réponse à la question, je ne vous demande pas le nombre de paires de bases d'un génome dans une cellule, mais l'exome, qui est donc l'ensemble des séquences qui codent pour des gènes qui vont coder pour des ARN messagers et des protéines derrière, c'est combien de pourcents de notre génome? C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est notre génome, et on va dire il y a des passages plus importants que les autres qui sont les exons, enfin qui sont les gènes codants. Ça représente combien de pourcents de notre génome, l'exome? Alors j'ai un 10% sur ma droite, 2%. Tu as dit 2 ou tu as dit 10? 2, d'accord, oui, tout à fait. C'est entre 1 et 2%. Donc, il y a 98 à 99% du livre qui est notre, on va dire, notre génome,
qui n'est pas inutile, bien au contraire, il y a plein de régions régulatrices, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Donc, il y a énormément de possibilités, d'anomalies qui vont entraîner des avantages pour la cellule. Donc, la transformation d'une cellule en cellule somorale, au niveau moléculaire, hein, il y a plein de paramètres. Bien sûr, il y a des anomalies chromosomiques, il y a des anomalies, des mutations génétiques et des modifications épigénétiques. Les chromosomes en plus, les chromosomes en moins, on va voir, c'est la cytogénétique, c'est relativement simple. On insiste sur le fait que c'est une transformation. Donc là, on est dans tout ce qui est somatique la plupart du temps. Donc, c'est une acquisition. Donc, il y a tout un côté constite qui est aussi, une fois de plus, très développé à Saint-Louis, pour ceux qui sont là. Mais on va se focaliser sur les maladies dites acquises, donc du sujet. Au niveau de l'âge, il est comment le sujet qui a des mutations acquises? Il est plus âgé, effectivement. Donc, on va voir principalement ce sont des mutations trouvées chez des maladies présentes chez les sujets âgés. Alors, parfois avec un sexe ratio qui diffère, ça, on n'a pas encore la réponse à chaque fois, mais c'est des anomalies acquises. Donc, au niveau du chromosome, au niveau du gène, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mutations ponctuelles qui vont changer la fonction de la protéine et donc complètement changer le devenir de la cellule. Et puis, on a des modifications épigénétiques. L'épigénétique, vous savez ce que c'est? Vous en avez entendu parler ou pas? La régulation de l'expression des gènes. Tout à fait. C'est la régulation de l'expression des gènes. Je vais y aller, du coup, je vais vous laisser, ça va être plus simple. Non, mais si vous avez... Non, mais c'est bien. C'est toutes ces modifications de structure, de méthylation, de modification des bases de l'ADN qui ne vont pas entraîner de variation de séquence. On ne va pas avoir une mutation ponctuelle, mais on va avoir une variation dans la régulation et le gène ne va pas être muté, mais il va être soit surexprimé, soit sous-exprimé. Et en fonction de sa fonction, c'est pas très joli, mais en lien avec sa fonction cellulaire, si vous sous-exprimez un gène qui permet de résister à la mort cellulaire, vous allez faire la même chose quasiment que de le muter. Donc, ça permet l'activation de l'hyperexpression d'oncogènes, l'inactivation ou la sous-expression de gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, c'est quoi un oncogène? C'est quoi un gène suppresseur de tumeur? La différence, bon, ça fait du mal, globalement. Mais un oncogène… Il y en a un qui est dominant, il y en a un qui faut les deux seuls mutés. Ouais, c'est lequel, celui-là? Oh, tout à fait. L'oncogène, il faut un seul muté. Voilà. L'oncogène, c'est que tu apportes au gène un gain, c'est-à-dire que tu lui modifies quelque chose et tu le transformes dans quelque chose d'oncogénique qui va pouvoir provoquer le cancer en donnant à la cellule un avantage sur X ou Y pathway. Le gène suppresseur de tumeur, par définition, il est suppresseur de tumeur, ce qui fait que lorsqu'il est présent, la cellule est capable de résister à la tumeur, et lorsqu'il est inactivé, la tumeur peut apparaître. La caractéristique d'un gène suppresseur de tumeur, comme l'a dit votre collègue, c'est que généralement, il est défini lorsque son absence sur les deux allèles, lorsqu'il est codé par un chromosome non sexuel, est nécessaire pour la transformation de la cellule. Donc, quand il reste un allèle, alors il y a des phases intermédiaires, mais globalement, ce n'est pas suffisant. Et ce qui est vicieux, c'est qu'il y a des gènes qui peuvent être à la fois oncogènes et suppresseurs de tumeur, pas de bol, mais bon, pour nous, dans notre pratique, ça ne change pas grand-chose, mais dans la conséquence sur la cellule, c'est intéressant. Le gène suppresseur de tumeur, effectivement, la plupart du temps, il faut que les deux allèles soient inactivés ou aient disparu. La plupart des gènes suppresseurs de tumeur ont un allèle qui disparaît, on va voir parce qu'il manque un bout de chromosome, et un allèle qui est muté. Ce qui fait qu'en final, la cellule n'a plus d'allèle normal, mais ils sont inactivés pour deux raisons différentes. D'accord? Donc, on va y revenir. Donc, oncogène suppresseur de tumeur, en final, ça ne change pas grand-chose. Vous regarderez peut-être ça quand vous ferez un M2 et qu'on vous proposera un sujet sur X ou Y gène. Mais voilà, le rationnel, c'est ça. Là où ça va être très, très important, c'est ça. Le circuit du prélèvement en oncohématologie, c'est là où les laboratoires ont besoin de vous, en tout cas de vous ou de vos collègues avec lesquels vous travaillez. En hémato, on a la chance, par rapport aux tumeurs solides, d'avoir des tumeurs, des leucémies, des cancers du sang qui circulent dans le sang. Donc, on peut avoir accès au matériel par la prise de sang. Alors, sur le anticoagulant qui va bien, je ne vous fais pas cet affront-là, mais c'est relativement accessible lorsque c'est des leucémies, lorsque c'est des syndromes myéloprolifératifs, même les myélodysplasiques, etc. Le sang suffit. Mais c'est la plupart du temps pas sur du sang qu'on pose le diagnostic. Le diagnostic de leucémie aiguë, vous le savez, c'est la présence de blastes, 20% sur la moelle osseuse. Même si votre patient il a 90% de blastes qui circulent sur la NFS, quand même obligé d'aller voir ce qui se passe dans la moelle. Il n'y aura pas de surprise, hein, ça ne va pas être blindé dans le sang et vite dans la moelle, hein, je ne parle pas de magie, mais ça va être important parce que ce sont la plupart du temps les cellules médulaires qui vont permettre de réaliser des examens cytogénétiques, par exemple, dont je vais vous parler après. Donc ça, c'est très, très important, principalement de la moelle et du sang, parfois les deux.
Et vous verrez que derrière, Ludovic vous a expliqué, j'imagine que vous avez déjà parlé de ça, qu'on travaille sur des cellules vivantes en cytométrie en flux et en cytologie, bien sûr. Pour la biologie moléculaire, c'est peut-être moins important, mais il ne faut pas que le prélèvement traîne, parce que si le prélèvement traîne, il n'est pas de bonne qualité. Et derrière, il y a tout un enclenchement d'analyse qui va se faire et qui ne va pas rendre un résultat parce que le prélèvement aura traîné dans votre poche. Alors, je dis ça au hasard, hein, ça n'existe bien sûr pas, mais le prélèvement, s'il arrive au bout de 4 jours au laboratoire, c'est un peu mort. On a des garde-fous, hein, on a des stop and go avant, mais voilà, il faut que le circuit du prélèvement, vous êtes vraiment central de par votre discipline là-dedans, et c'est vraiment très, très important pour que derrière, vous puissiez bénéficier de la biologie de qualité qui est mise en place. Bien sûr, le ganglion, je ne vais pas y revenir, dans les hémopathies lymphoïdes, vous pouvez avoir accès on peut avoir accès à du matériel ganglionnaire par biopsie ou par ponction. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer la différence. Et puis, parfois, on peut avoir accès à la peau. On peut avoir des infiltrats cutanés dans les leucémies, dans les syndromes myélodysplasiques. On peut avoir accès, on a eu il n'y a pas très longtemps une infiltration méningée d'un syndrome myéloprolifératif. Donc, on est parti chercher les cellules dans le LCR. Qu'est-ce qu'on a comme un peu truc ectopique? On a parfois des bouts de masse lorsqu'il y a des sarcomes, lorsqu'il y a des trucs un peu bizarres. Et puis, on est en contact avec l'ANAPAT, hein, ce service magnifique qui découpe la viande et qui nous donne parfois des petits bouts à analyser au niveau de l'ADN. Quelle que soit la nature du prélèvement, avant tout, on regarde ce qui se passe au microscope. On a besoin d'avoir déjà Ludovic vous l'a vendu, j'imagine mieux que moi, un aspect cytologique. On ne peut pas travailler à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on nous donne de l'ADN, on peut faire toutes les analyses que vous voulez. Si vous ne savez pas sur quoi vous travaillez, déjà, il faut orienter un peu les examens et puis ça ne sert à rien. Enfin, il faut savoir sur quoi on bosse. Donc, que ça soit en cytologie au labo ou en anapathe, avant tout, ça passe derrière un microscope ou un équivalent microscope pour voir sur quoi on travaille. Quelle est la composante cellulaire? Et c'est très, très important. Et puis derrière, on va voir qu'on travaille soit à l'échelle du chromosome, soit à l'échelle des acides nucléiques, ADN, ARN, dans les différents secteurs, en cytogénétique, en biologie moléculaire. Et puis, ce qui est très, très important, c'est de stocker. Bon, rien ne se perd, rien ne se jette dans un labo. Le but, il faut avoir des agréments, des autorisations, on vous emmerdera pour faire signer le consentement aux patients, etc. Mais il faut conserver le matériel, c'est-à-dire qu'à l'instant T, parfois, on n'a pas de scoop à révéler, mais il y a encore de la recherche qui se fait, il y a encore des nouveaux gènes, il y a encore des nouvelles maladies qui se diagnostiquent, ou en tout cas des nouvelles entités qui sont décrites. On a besoin de revenir a posteriori sur du matériel qui est stocké. Le dernier en date, c'est un syndrome qui s'appelle le VEXAS. Vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme un peu bizarre qui a été publié il y a un peu moins d'1 an. Voilà, on a été très contents, description de cette maladie, de pouvoir revenir sur des patients chez lesquels on n'avait pas de diagnostic et dire « Ah oui, effectivement, vous aviez raison, il y avait la mutation de ce gène-là. » Voilà, bon, c'est un détail. Donc, vraiment, cette diapo est très importante. Ça va faire partie de votre quotidien. Il faut vraiment que ça roule. Alors, pour les caractéristiques au bilan biologique d'une hémopathie, il y a bien sûr, on ne va pas insister, les caractéristiques morphologiques, macroscopiquement. Bon, là, vous avez un bout, je dirais un foie, une bout de rate, je ne sais même plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est massivement envahi par des cellules, et donc on voit l'aspect des cellules. Alors, vous avez des notions de richesse. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent voient, mais voilà, quand vous avez des cellules comme ça qui sont toutes pareilles, un peu grosses et qui vous regardent et qui ont des yeux, généralement, ce n'est pas bon signe. En hématologie, Ludovic vous l'a expliqué, j'imagine. Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir des cellules qui sont toutes pareilles ou des cellules qui sont toutes différentes? La monomorphie, généralement, ça ne sent pas bon. Surtout dans tout ce qui va être pathologie lymphoïde, vous savez qu'il n'y a pas deux cellules qui doivent se ressembler. Là, quand ça ressemble à, bon, il y a peut-être 2-3 cellules différentes, mais là, ça pue et effectivement, c'est des blastes. Les caractéristiques phénotypiques, alors on peut avoir de l'immunohistochimie, là, c'est un marquage qui est fait, mais ça n'existe quasiment plus. C'est des marqueurs qui sont maintenant remplacés par de la cytométrie en flux, comme Ludovic vous l'a expliqué, je ne répète pas. Et puis, les caractéristiques génétiques, on va voir la cytogénétique, donc l'analyse du karyotype, les chromosomes, soit à l'échelle du chromosome, soit à l'échelle du gène, on verra en dessous. Et puis, vous avez dans le karyotype en complément la fiche, qui est de l'hybridation in situ, c'est les cellules bleues avec des petits points, on va y revenir, soit la biologie moléculaire, c'est une image pas illustrative, mais c'est rechercher ponctuellement des anomalies sur des gènes. Donc là, une fois de plus, le karyotype est une analyse, on va dire, pangénomique, c'est-à-dire qu'on regarde tous les chromosomes. La biologie moléculaire, à l'heure actuelle, on est encore sur une étape où on regarde ce qu'on cherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut adapter les recherches à l'hémopathie suspectée. On ne fait pas encore, au 16 novembre 2021, la même analyse que pour une hémopathie myéloïde et une hémopathie lymphoïde. Donc, il ne suffit pas de recevoir de l'ADN et nous dire on cherche une hémopathie. Il faut bien sûr s'orienter. Bon.
Si dans un quiz, on vous pose au pied levé quel est le gène qui pourrait être muté dans ce cancer, si vous répondez P53, vous avez entendu parler de ce gène-là, ça marche à tous les coups, il est muté dans tous les cancers, lymphoïdes, myéloïdes, cancer solide, etc. Mais ça, c'est pas, il n'y en a qu'un de gène comme ça. Dans les autres, il faut orienter correctement les analyses qu'on fait. Alors, les anomalies chromosomiques, on va arriver là au laboratoire de cytogénétique, que je ne suis pas, mais à qui on travaille au quotidien. Donc, la cytogénétique de Cochin est faite à Necker. Ici, sur Saint-Louis, vous avez la cytogénétique qui est faite en local. Donc, on va partir sur des hémopathies somatiques, donc acquises. Bien sûr, les anomalies chromosomiques n'existent pas dans les cellules non cancéreuses. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, on peut avoir, lorsqu'on cultive, vous allez voir, les cellules pour étudier leurs chromosomes, des cellules normales et des cellules pathologiques. Donc, on peut avoir des mitoses qui vont présenter un nombre normal de chromosomes et des mitoses qui vont être pathologiques. Les hémopathies, la plupart du temps, on a la notion de clonalité. Une clonalité, c'est quoi? Ça veut dire que toutes les cellules cancéreuses vont avoir quelques caractéristiques communes. Donc, pendant très longtemps, on considère le clone pathologique comme étant porteur d'une trisomie du 8, d'une délétion du 17, etc. Maintenant, avec les techniques et l'affinage des techniques, on se rend de plus en plus compte qu'il y a une notion de sous-clonalité. C'est-à-dire qu'il y a un clone principal, et il peut y avoir des petits sous-clones qui vont émerger, alors qui ne vont pas être vus de la même manière avec toutes les technos, mais ça vous montre bien que le cancer est quelque chose d'hétérogène, qu'on a un cancer, mais même au sein du cancer, on a une hétérogénéité cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a des clones différents. Et puis Raphaël Exixon, qui est de Saint-Louis, vous connaissez peut-être au moins de nom, travaille sur cette interférence, cette hétérogénéité cellulaire. C'est-à-dire que quand dans un cancer, il y a plusieurs clones différents, si vous traitez, vous pouvez en taper sur un et forcer l'émergence de l'autre, ou même eux, ils vont interagir entre eux. Donc, retenez qu'il y a la cytogénétique va avoir principalement des anomalies qui sont clonales, donc principales, mais parfois, vous pourrez voir, quand vous avez des karyotypes, des résultats de karyotypes, un clone principal, je ne sais pas, qui va représenter 15 mitoses sur 20 avec trisomie du 8, délétion du 17, et vous aurez peut-être un petit clone avec trisomie du 8, délétion du 17 et délétion du Y, par exemple, chez un homme. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces anomalies sous-clonales? L'avenir nous le dira, on sait que c'est hétérogène. En hématologie, dans les cancers solides, on savait que c'était hétérogène depuis quasiment plus de 10 ans maintenant. Il y a un papier magnifique qui avait été publié dans Nature ou dans des équivalents. Ils avaient pris une tumeur rénale. Je ne sais pas si au cours de votre internat, vous avez déjà vu des tumeurs solides. Donc, c'est des masses. Et ils avaient biopsié la tumeur rénale à 6 ou 7 endroits et ils avaient séquencé le génome complet des 6 ou 7 sites de ponction qu'ils avaient fait sur la tumeur. Ça ne se ressemblait pas. Il y avait des features, il y avait des mutations communes, mais sur des sites différents d'une même tumeur. Je ne vous parle pas de prélever là et là. C'est la même tumeur rénale, il y avait 6 ou 7 clones différents. On s'est dit, et là, tu sens que le combat thérapeutique va être compliqué parce que tu peux, si tu as une cible thérapeutique qui présente tous les clones, tu vas pouvoir taper sur tout. Donc, la notion de taper sur le clone fondateur, si c'est un peu hétérogène, ça va être un peu plus compliqué. Les anomalies chromosomiques dans les hémopathies malignes sont dites récurrentes, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais faire mon cours un peu mieux. Récurrente, c'est-à-dire que la LAP, la leucémie M3, vous avez la 15-17 à peu près chez tous les patients chez qui il y a une suspicion de LAP en cytologie. D'accord? Il y a la même anomalie. Ça ne veut pas dire dans la même famille. Effectivement, vous verrez que chaque patient est, on va dire, unique, mais présente quand même des anomalies chromosomiques et même des mutations communes, après avec des combinatoires qui peuvent être différentes. Et bien sûr, les anomalies sont spécifiques. On dit pathognomonique. Je ne sais jamais comment l'écrire, je sais à peine le prononcer, mais ça veut dire que, ça vous crânez avec ce mot-là. C'est implaçable au scrap parce que c'est trop long. Mais pathognomonique, ça veut dire que la 922, elle est essentiellement retrouvée dans les LMC, donc c'est prolifération de granuleux, matures, etc. La 8-14 dans le lymphome de Burkitt, la 15-17 dans la LAP, je ne connais pas que elle, mais donc voilà, c'est des choses qui sont assez fréquemment retrouvées, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont seules, mais en tout cas, elles sont associées à ces pathologies-là. Et généralement, alors, la LMC et la LAP sont deux bons exemples. On comprend qu'est-ce qui drive la prolifération cellulaire et un traitement spécifique est mis en place. La LAP, j'ai dit 15 fois, j'arrête. La LMC, c'est quand même aussi très sexy, c'est-à-dire que depuis le début des années 2000, la compréhension
de l'activité dérégulée de la kinase Abelson dans le transcrit 922, et là, Philippe Rousselot vous en parlerait beaucoup mieux que moi, a permis le développement des inhibiteurs de cette activité kinase. Et la LMC, maintenant, la survie des patients LMC, alors, quelques cas de mauvaise compliance, de résistance, etc., mais elle est très bonne. Ils ont compris, ils ont traité et ça marche. Alors, on ne va pas trop crâner en hémato, on n'en a pas beaucoup des exemples comme ça, je pense qu'on vient à peu près de tous les citer. Il n'y a pas de traitement spécifique du burkitte, à ma connaissance pour l'instant. Mais voilà, comprendre moléculairement comment ça marche, ça permet aussi d'avancer dans la recherche de pistes thérapeutiques. Et une fois de plus, par rapport au cancer solide, je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés en cancéro-solide, je ne me rends pas compte. Parfois, en RCP, tu as la mutation, tu as une résistance, derrière, tu as 4 ou 5 molécules qui suivent. En hémato, on est un peu pauvre pour l'instant. Donc, on a plein de mutations, plein d'anomalies, mais pour l'instant, au niveau thérapie ciblée, on est encore assez parent pauvre. Donc, le laboratoire de cytogénétique, on est au niveau du chromosome. Donc, on a a priori tous et toutes 22 paires de chromosomes dits autosomes, et on a une paire de chromosomes sexuels, soit XX, soit XY, que vous connaissez. Et la cytogénétique conventionnelle, on va voir un peu les techniques, s'intéresse aux anomalies, aux grosses anomalies de nombre et de structure. D'accord ? Ici, vous avez l'exemple, on voit des gains ou des délétions de grande taille. Donc, soit il y a un chromosome en plus, un chromosome en moins, c'est facile. Une fois de plus, je ne suis pas cytogénéticien. C'est facile, mais c'est très chronophage. Vous avez fait le prélèvement de moelle, la plupart du temps, c'est de la moelle ou du ganglion, mais ça pousse moins bien. Pas le sang, parce que les cellules dans le sang prolifèrent moins bien, paradoxalement. Il faut les mettre en prolifération pendant 24 à 48 heures, et au bout de 24 à 48 heures, il faut les fixer, il faut trier les chromosomes, les mettre en métaphase et s'amuser. C'est un travail de fourmi. Donc, il y a des techniques qui arrivent qui vont peut-être remplacer ça à terme. Tout ça pour finir par faire ces jolies images qui parfois vous sont associées dans les comptes rendus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou si vous n'avez que la ligne, mais parfois vous avez ces images. Donc, les chromosomes, vous voyez l'expertise qu'il faut avoir dans la reconnaissance des chromosomes. Là, c'est entre guillemets relativement simple. Tu tries ceux qui ressemblent au 1, au 2. Quand tu as l'œil, tu finis par les reconnaître. Et à la fin de tout ça, tu as 2X, donc c'est une dame, et qui est porteuse d'une délétion du bras long du chromosome 5. Donc, c'est un syndrome 5Q-, comme son nom l'indique, qui est une myélodysplasie qui touche la femme d'âge mûr avec une thrombocytose, blablabla. Vous reverrez ça dans les cours. Je crois que c'est Raphaël qui vous fait cours sur la myélodysplasie. Et puis, globalement, ça donne ça. Donc là, c'est une représentation. Et dans ces comptes rendus-là, vous avez le nombre, parce qu'il faut compter un certain nombre de cellules, ranger les chromosomes d'un certain nombre de cellules pour être statistique. Donc, je vous rappelle, c'est prélevé, c'est mis en culture, ça pousse pendant 48 à 72 heures, c'est mis en métaphase, c'est fixé, les chromosomes sont découpés, étalés, c'est ultra long. Bonjour, pas de souci. Il faut compter combien de cellules. Là, le gros travail que je vous ai expliqué, à votre avis, ça se fait sur combien de cellules en cytogénétique? Si vous avez déjà vu un compte-rendu de cytogénétique, c'est 3 cellules, 20 cellules, 100 cellules, 1000 cellules. 20, ouais, 20 c'est pas mal. 20 c'est la norme. C'est-à-dire que 20, on ne peut pas dire qu'un karyotype est normal, sauf s'il y a un échec de culture en dessous de 20 cellules. Ça, on va voir que c'est pour la fiche. Et puis, il y a la cytologie. Ludovic vous a expliqué qu'on compte le pourcentage de blast sur tant de cellules, etc. Mais on ne va pas faire de vous des cytologies. Donc, 20 cellules, c'est le minimum. Quand ça, 18, 19, ça passe. Après, si tu as 3 cellules qui ont poussé sur lesquelles tu as pu analyser le chromosome, t'es pas fiable. Donc, il vaut mieux rendre un échec de karyotype. Généralement, c'est de votre faute parce que le prélèvement n'est pas de bonne qualité. Donc, on tape à ce moment-là sur la clinique. Non, mais blague à part, il faut un certain nombre de cellules pour être statistique. Donc, vous voyez que là, il y a 20 cellules. La cytogénétique, dans cet axe-là, c'est essentiellement pour les anomalies majoritaires. C'est-à-dire que si tu as une cellule sur 100 qui présente un petit clone en plus, tu ne la verras pas. D'accord? Donc, c'est assez joli, mais retenez que c'est très, très, très chronophage. On peut voir des gains ou des translocations. Ici, le 9 est un tout petit peu plus long et le 22 est un tout petit peu plus court. Chez un homme d'âge mûr qui présente une hyperleucocytose avec une myélémie étagée. On est face à quoi? Une LMC, tout le monde est d'accord. D'accord? Donc là, effectivement, c'est vraiment assez tricky quand même, mais les cytogénéticiens n'ont pas de souci et on verra qu'il y a des techniques qui permettent de confirmer ça, qui est la fiche. La fiche, c'est de la fluorescence in situ, et si c'est bien fait, c'est sur cette diapo-là, formidable. Donc là, on est quasiment à l'échelle du chromosome, mais on va dire qu'on est plus à l'échelle intermédiaire, où la fiche, l'hybridation fluorescente in situ, vous avez des sondes
qui sont produites dans des virus et qui permettent de se fixer spécifiquement sur un gène. Ici, on fixe sur le gène BCR et sur le gène 820. Alors, c'est la 820. C'est quoi cette transloc de merde? Ah non, ça, c'est la trisomie, pardon. La fiche là-bas, c'est que vous avez une sonde qui va reconnaître une région spécifique, généralement comprenant un gène. Mais vous savez que même si notre exome, en tout cas nos gènes codants, c'est 2%, bah, parfois les gènes ils sont très proches. Il y a des grandes périodes de solitude. Donc parfois, ça couvre un ou plusieurs gènes. Mais tu as un gène qui est la cible. Et en fait, sur des cellules, et là, tu peux aller sur des cellules plus nombreuses, tu peux aller jusqu'à 100, 200 cellules, en fiche, en noyau en interphase ou en métaphase. Donc ça, je vous ramène à vos premiers cours, c'est différents stades de la cellule. Vous hybridez la cellule avec la sonde et la sonde va chercher le gène. Donc, par exemple, ici, vous avez deux sondes qui ont été utilisées, une sur le chromosome 8 et une sur le chromosome 20. Donc, dans une cellule normale, vous avez deux taches rouges et deux taches vertes, signifiant que la cellule a deux chromosomes 8 et deux chromosomes 20, parce qu'il y a un gène, peu importe le gène. Et dans une cellule, dans un certain nombre de cellules de l'analyse que vous faites, qui a toujours eu une culture, qui a toujours eu quelque chose, bah vous avez trois taches vertes et deux taches rouges. Donc, vous êtes capable de dire qu'en fait, dans cette cellule, il y a trois chromosomes 8, donc la trisomie 8. Ça peut être intéressant parfois parce qu'il y a des laboratoires où la fiche va beaucoup plus rapidement en termes d'analyse, parce que c'est automatisé, la lecture, les nombres de points, etc., que la cytogénétique où il faut trier les chromosomes, même s'il y a on va dire des trieurs qui existent. Donc, parfois, pour avoir des réponses rapides et même spécifiques sur certains gènes, on peut passer là-dessus. D'accord? La fiche. Donc là, c'est pour la trisomie 8, voilà, où le cours est bien fait. Pour la 922, qui est la spécificité pathognomonique de la LMC, il y a une sonde qui reconnaît le gène BCR et une sonde qui reconnaît le gène Abelson. Donc, respectivement, sur le chromosome 22 et sur le chromosome 9, dans une cellule normale, ce n'est plus les mêmes chromosomes qu'avant, mais vous devez avoir deux sondes, enfin deux marques. Lorsque BCR et Abelson sont rapprochés, d'accord, chromosomiquement parlant, ils sont sur le même chromosome. Donc à ce moment-là, la sonde verte se rapproche de la sonde jaune, de la sonde rouge, et ça fait une sonde jaune. Et donc là, dans cette cellule-là, vous avez, alors il y a même on va dire une amplification génique, mais vous avez un chromosome de fusion qui est spécifique de ça. Ce qui fait que parfois, quand il y a un échec de karyotype conventionnel, ou qu'on a besoin d'aller vite, ou parfois la translocation est un peu bizarre et ne modifie pas tant que ça la taille du chromosome, ben à ce moment-là, on a recours à la fiche. D'accord ? Les types d'anomalies, alors on a des anomalies de structure, translocation, délétion, duplication, inversion, on peut voir un peu tout à partir du moment qu'on a un bon cytogénéticien, et des anomalies de nombre, des trisomies, des monosomies, des hyperploïdies, donc les chromosomes en excès ou en défaut avec la perte d'un certain nombre de gènes. Donc là, on n'est pas sur, il nous manque le gène X, il nous manque tous les gènes du chromosome 5, tous les gènes du chromosome 8 où ils sont amplifiés. À ce moment-là, le lien entre la physiopathe, quel est le gène qui est responsable de la pathologie noyé là-dedans, ce n'est pas toujours évident. Donc parfois, sur des maladies où de manière récurrente, il y a des pertes ou des gains complets de chromosomes, il y a des gens qui bossent pour savoir, dans tout ce qui est perdu, dans tout ce qui est gagné, quel est le gène qui va faire la pathologie, pour pouvoir le cibler efficacement. Donc ça, c'est important, et une fois de plus, il y a énormément de choses à faire. Les outils diagnostiques en cytogénétique et même en biologie moléculaire, donc il y a le karyotype, on va revenir dessus comment ça se fait. Donc ça voit des anomalies, bon, bien sûr à l'échelle du chromosome, et même si ça ne vous parlera pas, à l'échelle de la mégabase, donc millions de paires de bases, entre 10 et 15 mégabases. Donc on peut voir des grosses pertes ou des gros gains, des petites pertes, mais dans des tailles qui ne sont pas forcément très... C'est pas très fin, mais c'est très utile et absolument indispensable. La fiche, donc la fluorescence in situ, permet de voir à l'échelle du gène ou de quelques gènes. Donc, on a une résolution de l'ordre de 300 000 paires de bases, 300 kilobases. Donc, ça reste bien. Il y a d'autres techniques qu'on va citer rapidement qui sont la CGH ou le SNP-array, qui permettent de descendre encore plus loin en sensibilité sur les analyses chromosomiques jusqu'à quelques kilobases. On va voir comment ça se passe. Et puis, vous avez le séquençage où on est à la base près. Le karyotype, la technique, c'est une analyse globale du génome. Il faut mettre en culture les cellules en partant du principe que les cellules tumorales, en tout cas les cellules pathologiques, conservent
dans vos conditions de culture leur avantage prolifératif. Il dira, si elles meurent, tu ne sais pas qu'elles sont là. Mais c'est là où c'est important, c'est-à-dire que l'étape de culture peut être un biais, dans un sens comme dans l'autre. La plupart du temps, il peut y avoir un biais de surreprésentation, parce qu'effectivement, en culture, elle peut avoir un avantage de croissance par rapport aux cellules normales. Et donc, c'est pour ça que la cytogénétique ramène souvent des choses clonales, parce que du coup, tu as 100% des mitoses, sur 20 mitoses, je vous rappelle, qui sont pathologiques, parce que les cellules ont pu avoir pris le pas sur les cellules normales. Ce qui se passe dans l'individu, si vous avez de l'hémopathie qui se développe, c'est qu'elles ont un avantage par rapport aux cellules normales. C'est très rare les cas où il y a une hémopathie et lorsque vous mettez en culture, ça meurt. Bon, ça arrive parfois. A priori, si ça meurt et que ça n'a pas d'avantage par rapport aux cellules normales, il n'y a pas d'hémopathie qui s'est développée. Donc, on est tranquille. Ils bloquent les cellules en mitose et ensuite, à la main, ils analysent au grossissement x100 et trient et classent les chromosomes. C'est un petit peu long et fastidieux. Je vous rassure, il y a des alternatives qui commencent à apparaître. Donc, le principe, vous avez le prélèvement que vous avez fait, qui arrive au laboratoire cytogénétique avec la bonne feuille de demande, etc. Et là où il est important parfois de préciser l'hémopathie suspectée, c'est que les conditions de culture sont différentes en fonction de l'hémopathie. On ne met pas de la même manière en culture des cellules pour une suspicion de syndrome myélodysplasique. La leucémie, c'est à peu près la même chose, mais entre lymphoïdes et myéloïdes, les cellules ont des astuces qui sont pour aider à la prolifération des cellules pathologiques. Le but, ce n'est pas de montrer qu'elles prolifèrent mieux que les normales, on le sait, sinon il n'y aurait pas d'hémopathie. C'est d'arriver à les, entre guillemets, chouchouter pour aller voir ce qui se passe du côté de leur ADN. Donc, il peut y avoir des conditions de culture qui sont différentes. Sortie de culture, ça prend 24 à 48 heures en fonction du type. Il y a parfois les cellules qui ne prolifèrent pas, tu leur laisses 24 heures de plus, donc 72 heures. Donc ça commence à faire long quand tu es là et que tu pitines et que tu veux avoir ton résultat cytogénétique. Faut dénaturer, obtention des bandes chromosomiques, analyse au microscope, classement avec 20 mitoses par patient. C'est ce que je vous ai vendu tout à l'heure. Donc, on arrive à ça, un exemple de karyotype. Ici, c'est toujours le même. Le karyotype avec la délétion 5Q, c'est a priori un homme, mais il n'a pas que ça. Il a aussi, non, une femme, pardon. Il n'a pas que ça. Elle a aussi une trisomie du 8. Vous la voyez? Il y a 3 petits 8 qui sont rangés. Il y a des chromosomes satellites, les marques qui sont rangés. Donc, ça, c'est des petits bouts. Ce n'est pas moi qui ai fait, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et je pense que si on regarde bien, on ne va pas jouer au jeu de cette différence, on n'a pas le temps. Mais je pense qu'il lui manque un 18. Il lui manque un 20. Tu vois, et puis, à mon avis, si on cherche un petit peu, il y a d'autres anomalies. Donc, ça peut prendre du temps, mais c'est quelque chose de pangénomique et qui est fiable. Les avantages du karyotype, ça permet une analyse pangénomique, donc à l'échelle du génome complet. Ça permet de voir des anomalies de nombre, de structure, équilibrées ou déséquilibrées. Alors, on ne rentre pas trop dans les détails, permettent effectivement de dire vous avez une 15-17, donc votre suspicion de M3, c'est bien ça, vous allez pouvoir commencer le traitement rapidement, vous avez une LAM avec telle ou telle anomalie, etc. etc. Permet de suivre l'évolution clonale, il ne faut quand même pas trop déconner, on a une sensibilité à 20 mitoses, donc oui, si tu as 10 mitoses pathologiques au début et 15 après, est-ce que le clone s'amplifie? Il faut être un tout petit peu précautionneux. Des sous-clones avec la limite, je vous l'ai dit, de sensibilité, si on a 20 mitoses, si le sous-clone il est représenté à hauteur de 10% dans l'échantillon, parce que c'est un sous-clone où on verra au niveau moléculaire, il faudrait avoir 2 mitoses sur 20. Ce n'est pas forcément toujours facile. On évalue la sensibilité de la cytogénétique conventionnelle à peu près 30%. C'est-à-dire qu'on est capable de voir des sous-clones quand ils sont à hauteur de 30%. On voit très bien le clonal, ce qui est majoritaire. Puis le clonal, c'est ce que vous allez traiter d'emblée dans le patient. Donc, c'est important. Donc, c'est de la méthode de référence, ça montre une hétérogénéité intratumorale. Ça, une fois de plus, c'est à la limite de la sensibilité qu'on a évoquée précédemment. Oui. Comment on peut dire que c'est pour l'évolution clonale, sachant que ce n'est pas justement après la culture, je ne sais pas si on a passé. Parce qu'on part du principe que la culture n'amène pas de biais. Et on sait qu'il y en a. On sait que le biais est minimal, parce que c'est une technique qui est exploitée depuis des dizaines d'années et ça a été optimisé. On évalue que le biais, s'il existe, il est à peu près la même à chaque étape, la même chose. Donc, voilà. Mais effectivement, si au départ, tu as un clone dans 4 mitoses sur 20 et qu'après, tu as un clone, tu as la même anomalie dans 12 mitoses sur 20, tu peux dire que ça évolue. Mais il n'y aura pas, à aucun moment, vous prendrez une décision de traitement sur l'évolution du nombre de mitoses pathologiques ou alors vous m'appelez et on est dans votre hôpital. Mais je pense que ce n'est pas raisonnable de faire ça dans l'immédiat.
Alors, les contraintes et les limites, vous voyez, il y en a beaucoup plus que les avantages, même si ça reste une technique de référence. C'est lié à l'échantillon. Il faut quand même beaucoup de cellules pour avoir quelques cellules qui vont pousser, qui vont pouvoir être exploitables. Donc, il faut 20 à 30 millions de cellules. Alors, ça vous paraît beaucoup, c'est pas tant que ça, mais sachant que les cellules, on leur fait parfois un ficol, enfin, on leur fait du pré-analytique qui peut diminuer un peu le nombre de cellules. Et puis, parfois, elles sont fragiles. Donc, le temps qu'elles voyagent, le temps qu'elles arrivent au labo, il ne faut pas que ça crève. Enfin, il faut que ça pousse. Donc, il y a quand même pas mal de go-no-go, comme on dit, techniques. Il faut que les cellules soient vivantes, de préférence. Vous avez compris qu'il fallait qu'elles poussent. On ne va pas faire du chromosome sur des cellules mortes. Et puis, du coup, il faut qu'elles poussent, surtout. Si les cellules sont dormantes pour X ou Y raison, parce qu'il y a des lymphomes ou il y a des pathologies où les cellules sont pathologiques, mais elles ne prolifèrent pas beaucoup, si elles ne prolifèrent pas beaucoup, vous avez compris que c'était un problème. Donc, il y a d'autres techniques. On va avoir la fiche, on va avoir le moléculaire derrière, la biologie moléculaire en tant que telle. Mais effectivement, c'est un lymphome indolent qui ne pousse pas, qui a le KI67, c'est quelque chose, vous verrez, qui est un index de prolifération très bas en anapathe. Vous pourrez tenter de faire une cytogénétique, mais ça ne passera pas. Il y a des techniques, il y a des contraintes et des limites liées à la technique. C'est manuel, c'est multi-étapes, c'est long. Voilà, ça peut être un peu, il faut du personnel, il faut des gens pour faire ça. Ce n'est pas forcément à l'heure actuelle la chose la plus facile à obtenir. Et des gens expérimentés, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et puis, quand les anomalies sont complexes, qu'il y a des bouts de chromosomes en plus partout, là, je vous ai présenté un cas, il y avait une trisomie 8, une DEL 20, une DEL machin, ça allait, mais parfois, il y a des remaniements dans tous les sens. C'est un peu compliqué. Après, quand tu as 10 anomalies, que tu en cites 8 ou tu en cites 10, ça ne change pas le pronostic du patient, il passe dans la catégorie des cytogénétiques complexes. Donc, mais les cytogéniciens, ils aiment bien faire. Il faut faire correctement son travail. Tu vois. Au bout d'un moment, quand tu as 12 lignes de karyotype, toi, tu ne les lis pas. Tu as les scores pronostiques dans lesquels tu mets karyotype normal ou pas. Là, tu es généralement, quand le karyotype il dépasse 2 lignes, tu as le maximum de points dans les scores de mauvais pronostics. Et puis, il y a des anomalies liées à des contraintes liées à l'opérateur. Il faut des gens expérimentés. La limite du seuil de détection qu'est l'œil humain. Et puis, la résolution, ce n'est pas lié à l'opérateur, c'est lié à la technique. On est à de l'ordre de plusieurs mégabases. Donc là, on ne voit pas que des choses, on ne voit pas tout, mais on voit un certain nombre d'informations. Et une fois de plus, vous sortirez d'ici en ayant compris que la cytogénétique vous apporte des infos et que la plupart des hémopathies, maintenant, ont un score pronostic qui est basé encore sur les anomalies cytogénétiques. Donc, on ne peut pas se passer de la cytogénétique à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que quand vous faites un bilan d'entrée ou un bilan de diagnostic, on ne peut pas, si vous faites pas de prélèvement pour la cytogénétique, vous allez vous faire tuer par votre chef, en l'occurrence. Donc, attendez d'être chef pour oublier ce genre de choses, ça passe beaucoup mieux. Donc, l'exemple de la LMC, c'est ce que je vous disais, on ne va pas y revenir, mais une translocation, un bout du chromosome 22 qui va sur le chromosome 9, l'œil expert voit bien la translocation. Alors, les Q3, 4, Q11, ce sont les positions exactes des points de cassure sur les chromosomes. Et le chiffre entre crochets, c'est le nombre de mitoses qui a été analysé. Donc, il est souvent au minimum égal à 20. Alors ça, ils ont des sondes en fait pour regarder. Mais effectivement, tu peux l'évaluer. En cytogénétique conventionnelle, c'est un peu dur de mettre la position précise de la bande, mais ils ont des sondes qui permettent de voir les bandes. Une LMC, c'est relativement classique. Mais effectivement, ils confirment ça avec les analyses des bandes parce que les chromosomes sont triés, ils ne sont pas rangés comme ça par hasard. Et là, on ne voit pas très bien sur les photos, mais il y a quand même des zones d'intensité avec des bandes. Ce n'est pas aussi précis que les dessins que vous pouvez voir dans les livres, mais un bon cytogénéticien s'en sort. La cytogénétique moléculaire, donc c'est à l'échelle du chromosome, c'est entre le gène, la base, et le chromosome. Donc il y a la fiche, on l'a vu, c'est des sondes. Ça se travaille, alors la fiche, c'est l'avantage, ça peut être sur des cellules fixées, donc des appositions, des coupes, donc des prélèvements qu'on peut récupérer en anapathe sur des biopsies qui ont été congelées, qui ont été coupées par petits bouts. Et donc c'est le principe qu'on disait tout à l'heure. On a des sondes dirigées contre les gènes. Tu veux savoir quel est leur nombre, tu veux savoir s'ils ne sont pas trop proches d'un autre copain dans des translocations, mais une fois de plus, on fait une sonde fiche, par exemple, sur MYC-BCL2 dans le lymphome de Burkitt, ou dans le folliculaire. On ne va pas faire des fiches pour tous les gènes, dans toutes les indications. Si on ne sait pas sur quoi on travaille, on ne lance pas d'analyse. C'est pour ça que parfois, vous verrez prélèvement, si vous n'avez pas indiqué ou alors le labo a pas réussi à vous joindre et qu'il n'y a pas l'information, parce que ça peut venir d'hôpitaux différents, c'est un peu embêté. Donc, tu mets en culture, parfois tu mets en culture dans les deux conditions et tu essaies d'avoir l'info. C'est un peu, il faut savoir ce qu'on cherche. On n'est pas encore à l'heure où on fait du génome à tout le monde et puis bonne chance.
La CGH, c'est pareil. Donc, c'est globalement, ça ressemble à de l'art moderne. C'est des petits points. Donc, sur une puce, donc bien sûr pas dimensionnée comme ça, qui est toute petite, on a des régions répétées chromosomiques qui permettent d'hybrider l'échantillon, donc les brins d'ADN, sur une sonde. Et en fait, tu arrives à voir, en fonction de l'intensité du point, si cette région, elle est, on va dire, normale, elle est plus intense ou moins intense. Donc, ça permet de voir des gains et des pertes chromosomiques, mais à une échelle plus petite que l'échelle du chromosome. Donc, retenez qu'en gros, c'est des chromosomes découpés en petits bouts qui sont mis sur des plaques. Toi, tu hybrides ton ADN et tu regardes comment ça se match. Et là, par exemple, vous avez un chromosome, je ne vois pas son numéro, ça doit être le 19, où effectivement, toutes les petites sondes qui correspondent à toutes ces parties du chromosome sont hybridées dans la moyenne. Donc, il faut avoir des échantillons contrôle. Et puis là, à un moment, vous avez une perte focale du chromosome 19 ici, donc emporte certainement un gène majeur dans l'hémopathie que vous êtes en train de suspecter, mais globalement, voilà, ça se permet d'avoir une résolution. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'échelle du cytogénétique conventionnel, là, sur le 19, on n'aurait certainement rien vu, ou peut-être un 19 un peu plus court, et encore, il faut voir sur combien de mitoses c'est, etc. Donc là, la résolution est un tout petit peu plus importante. Donc, la fiche, comment ça se passe? Vous avez une cible, vous avez des sondes, vous mettez la fiche sur les sondes, la sonde allume la cible, et puis voilà, vous lisez ça avec des automates qui permettent de compter le nombre de petits points et de vous dire vous avez gagné, vous avez perdu un bout de chromosome ou en tout cas cette cible-là. La fiche 3 intérêts principaux, déjà parfois pour confirmer une anomalie détectée au karyotype, ça peut être pas mal si vous avez un doute. Vous avez une cytogénétique et vous pensez que le 17 est plus court, sur le 17, il y a notre copain P53, si vous voulez vérifier qu'il y a bien une délétion de P53, vous faites sur le même prélèvement une fiche P53. Voilà, ça permet de confirmer. S'il manque tout le 17, il n'y a pas à tortiller, je ne vais pas le dire, mais voilà, il manque P53. Mais parfois, il peut y avoir une délétion, ça s'appelle une délétion focale, donc c'est focalisé sur P53. Le principe est le même, vous perdez P53, sauf qu'au niveau de la chromosome entier, c'est moins facile. L'anomalie cryptique, alors c'est ce qu'on disait, trop petite pour être détectée au karyotype, c'est comme P53, c'est comme parfois il y a des LMC où le transcrit de fusion, il n'est pas, c'est pas Q3,4, Q2,1, là, comme on a vu tout à l'heure, Q3,1, ça ramène BCR et Abelson ensemble. Donc, il y a une LMC, vous avez votre patient, il a 60 000 blancs, c'est que des granuleux, dans sa moelle, vous avez une myélémie, enfin, vous avez tout ce qui va bien. Et puis, le laboratoire de cytogénétique vous rend karyotype normal. Il a un petit peu embêté, tu avais déjà commencé prévu de mettre du Glivec ou un ITK pour la LMC. Et en fait, non, quand il y a une forte suspicion clinique, effectivement, c'est très rare. Le transcrit n'est pas habituel et donc se localise un peu différemment sur le chromosome, ce qui fait que le 9 n'a pas l'air plus long, le 22 n'a pas l'air plus court ou pas vraiment. Et donc, le transcrit est cryptique. Donc, il faut faire la sonde fiche et là, tu n'as aucun problème. Vous verrez que la LMC, on a aussi la biologie moléculaire qui peut servir à ça. Et puis, vous avez aussi la fiche, quand le karyotype ne marche pas et que vous avez des coupes histologiques ou des prélèvements, il y a des cellules qui sont un peu étalées, tu peux regarder ça. Ça présente quand même un certain nombre d'avantages. Fiche, par exemple, lorsque vous voulez confirmer que là, le petit bout de chromosome qui est au niveau de la flèche, c'est bien un 5 qui est plus court parce qu'il a perdu la partie du bras long du chromosome 5, vous faites une sonde fiche qui, sur le chromosome 5, regarde un gène qui s'appelle EGR1, qui est dans la zone de délétion, peu importe, et vous voyez qu'il y a les cellules dans lesquelles il n'y a qu'une seule sonde. Donc, vous avez prouvé qu'il y avait bien une délétion 5Q. Une fois de plus, il y a une forte suspicion clinique chez ces patients-là. La CGH, c'est encore autre chose. Alors, ce n'est pas fait partout, c'est beaucoup utilisé en constite. On travaille sur l'ADN, du coup. On ne travaille plus sur des cellules vivantes, mais faut-il encore qu'elles soient vivantes quand on extrait l'ADN. On travaille sur de l'ADN extrait. Et on regarde, c'est ce que je vous ai montré, l'hybridation de régions précises du chromosome dans ton échantillon et tu compares à des échantillons normaux et tu vois si cette région-là, elle est enrichie dans ton prélèvement, ce qui veut dire que tu as une translocation ou un gain, ou si elle est diminuée. Donc, c'est rapide, c'est automatisable. La résolution est importante parce que tu peux descendre à l'échelle de quelques kilobases. Ça reste une analyse globale sur l'ADN. C'est un peu cher. Mais ça ne détecte que les gains et les pertes. C'est-à-dire que ça ne voit pas les translocations. Il n'y a pas de raison. Et bien sûr, mais comme la cytogénétique conventionnelle, ça ne détecte pas les clones minoritaires. Alors, comment ça se présente? C'est dans les papiers, vous voyez ce genre de truc. Vous avez un génotype, tous les chromosomes de 1 à 22 qui sont rangés. Là, a priori, c'est un homme parce qu'il y a un X et un Y. Vous voyez que, par exemple, sur le chromosome 4 qui est ici, tout du long, c'est très
il n'y a pas de variation. Donc, dans l'échantillon que vous analysez, il n'y a pas de perte ou de gain infragénique, on va dire, enfin, infrachromosomique sur chromosome 4. Par contre, sur le 1, ça commence à sentir mauvais. Vous sentez qu'ici, sur la partie basse du bras court du chromosome 1, vous avez a priori une perte dans l'échantillon par rapport à des normaux. Là, vous avez des petites micro-délétions, là, une petite délétion, là, une petite délétion, etc., etc. Donc, on voit beaucoup plus de choses. Oui. J'ai une question bête, mais je n'ai pas compris. C'est quoi la référence du coup, pour voir si... Il y a des échantillons normaux. Il y a une banque d'échantillons normaux. Ah, ok, mais pas du patient. Pas du patient. Okay. Non, non. Parce que là, tu n'as pas trié les cellules. Alors, si tu tries des cellules pathologiques sur un marqueur de cytométrie en flux, plutôt vous a vendu, pourquoi pas. Mais c'est des échantillons normaux qui sont passés, qui sont en banque. D'accord. C'est pour ça que parfois, en fonction de l'ethnie du patient d'origine, parfois, il y a des lésions qui sont, on va dire, pas pathologiques, mais qui sont constites en fonction de l'origine du patient. Donc, mais c'est le labo cytogénétique qui gère ça. Donc, ce n'est pas une pratique qui est en routine. C'est beaucoup fait pour le constite, pour les maladies constites. Donc, ça marche bien. Pour le somatique, ouais, ça permet d'avoir un argument de plus. Mais vous verrez, je crois que je prends un exemple. Il y a l'impact pronostique des translocations, des gains, des pertes chromosomiques. Ça, c'est connu. Hein. On sait que quand le génome il est pourri, ce n'est pas bon. Quand tu fais de la CGH, tu as des anomalies en plus, des choses que tu ne voyais pas. Il y a forcément un gain pronostique supérieur parce que tu regardes plus de choses. Mais ce n'est pas toujours évident. Est-ce que le fait d'en détecter plus va vraiment changer la prise en charge du patient? Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est disponible et que ça peut être, en cas d'échec du karyotype, ça peut être pas mal. Il y a des labos qui font plus que de la CGH, mais une fois de plus, ça ne voit pas les translocs. Ça voit que les gains et les pertes. Donc, ça limite quand même l'information. C'est pour ça que la cytogénétique conventionnelle existe toujours, parce qu'elle est très importante. Alors, la CGH, c'est passé, par exemple, à Cochin, on ne fait plus que de la CGH sur certains gènes dans la LLC. Vous avez compris qu'un karyotype, c'est chronophage. Donc, parfois, quand dans une maladie comme la LLC, il n'y a que le statut de P53 qui impacte le pronostic, autant faire une fiche P53 directement, ou autant faire une CGH, ça suffit largement plutôt que de faire… Voilà. Après, les cellules sont éventuellement congelées, on appelle ça des culottes cytogénétiques pour être remises, éventuellement triées après pour faire de la cytogénétique, mais ce n'est pas évident. Donc la CGH, ce n'est pas partout. Pareil, hein, ça ne détecte pas des sous-clones, s'il faut au moins 20%. Et puis le NGS, c'est l'acronyme que vous connaissez, c'est Nouvelle Génération de Séquençage ou Next Generation Sequencing, comme vous voulez. C'est du génotypage, on va voir au débit, c'est ce que je vous présente dans la suite. Voilà, ça permet aussi d'évaluer les gains et les pertes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de labo qui ait complètement arrêté la cytogénétique pour passer, entre guillemets, au moléculaire pur, mais ça viendra. Et puis, il y a un papier qui est apparu il n'y a pas très longtemps dans le New England Journal of Medicine, qui est un papier où il faisait des génomes en 48 heures, je crois. Bon, les Américains, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de patients. Voilà, ils montrent qu'on voit très bien les anomalies moléculaires, en tout cas les anomalies cytogénétiques en génome. Bon, après, quand tu lis un peu le papier, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, ça fait un gros papier parce qu'il montrait que le patient arrivait, tu prélevais l'ADN, tu faisais un génome, et en 72 heures, avec l'analyse complète, tu avais tout. Mais en fait, bon, tu manques ça, tu loupes ça, tu loupes ça, tu loupes ça. Donc, évidemment, tu as plein d'infos, mais il t'en manque. Bon. Et, par exemple, s'il te manquait des transcrits de fusion, tu es un peu emmerdé quand même de faire un génome et pas de voir ta 15-17, une fois de plus, comme on a dit précédemment. Et puis, dans les techniques qui arrivent, donc ça, c'est un résumé. Il y a la cytogénétique conventionnelle qui est donc à gauche, qui permet l'analyse globale, l'attention aux clones minoritaires, l'évolution clonale, blabla, avec toutes les réserves. La fiche et la CGH. Retenez que dans les techniques qui apparaissent à l'heure actuelle, une technique dont vous entendrez parler, qui est la technique bionano, on a peut-être entendu parler, c'est le génome optique. Voilà, c'est du séquençage au débit de tous les chromosomes. Ça marche plutôt pas mal, c'est en test ici à Saint-Louis, c'est en test à Necker avec qui on travaille. Peut-être qu'à terme, il n'y aura plus qu'une analyse bionano, mais vous n'en êtes pas encore là. Pour l'instant, retenez qu'il nous faut des prélèvements de qualité pour pouvoir faire ça. Une fois de plus, le gros inconvénient de la cytogénétique conventionnelle, c'est qu'il faut des cellules vivantes qui poussent. C'est ça le problème. Le bionano, par exemple, c'est sur de l'ADN. On serait tranquille. Mais une fois de plus, comme chaque technique, c'est comme un traitement, hein, on compare au traitement de référence. Chaque technique est comparée à la technique de référence. Et à partir du moment où cette nouvelle technologie absolument formidable, mais qui est compliquée, loupe des trucs importants, il faut travailler. Enfin, il faut qu'ils travaillent pour l'améliorer.
Alors, la cytogénétique dans le bilan biologique d'une hémopathie, c'est au diagnostic, c'est avant tout traitement, c'est important. Vous caractérisez votre hémopathie d'un point de vue cytogénétique. Dans beaucoup d'hémopathies, on voit quelques exemples, c'est un critère pronostic indépendant des autres critères clinico-biologiques. Donc, la part des gains et des pertes de chromosomes est très importante pour évaluer le pronostic de votre patient. L'évolution de l'hémopathie, on a mis les bémols qu'on a dit tout à l'heure, faut pas complètement déconner. On peut contrôler une rémission complète. Ok, vous avez le patient, vous avez une leucémie, vous aviez des blastes. Ok, vous avez plus de blastes, en tout cas, mon collègue, l'anum est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de blastes, mais il y a toujours 9 grammes d'hémoglobine et 30 000 plaquettes. Donc, vous pouvez faire un myélogramme. Enfin, vous faites un myélogramme pour vérifier la RC cytologique. Ça, Ludovic vous l'a peut-être expliqué. Envoyer de la cytogénétique, oui, mais une fois de plus, on regarde 20 cellules. Donc, bon, c'est pas la RC cytogénétique qui n'est pas forcément toujours évaluée. On verra que s'il y a des anomalies moléculaires, on est plus enclin à rechercher des anomalies ponctuelles. On va pouvoir rechercher une cellule sur 10 000, 100 000 ou 1 million, plutôt que d'aller potentiellement analyser 20 mitoses qui vont être normales parce que la cellule leucémique résiduelle ne va pas avoir pris le temps de pousser pendant les 48 heures que vous lui avez laissées. Et puis, je vous ai convaincu qu'il y avait un apport massif de la cytogénétique pour la compréhension des mécanismes physiopathes. On comprend comment ça marche, on développe une thérapie ciblée et on améliore grandement la survie des patients. Alors, premier petit exemple. Non, pas de diapo. Non. La LLC, vous savez que c'est cette hémopathie de l'adulte, principalement des hommes. Alors, je passe les prévalences, vous allez revoir ça dans les cours ad hoc. Avec des critères selon l'OMS 2016. Il y a l'OMS 2021-2022 là qui va sortir, mais je ne pense pas qu'il y ait de gros changements sur la LLC. Il faut une lymphocytose ou pas, ça dépend. Chez le sujet âgé, ça peut avoir des lymphocytoses monoclonales B, les MBL, ou le lymphome lymphocytique. Enfin, voilà, vous avez une prolifération de cellules B matures que vous connaissez en cytologie, comme on disait tout à l'heure, la monomorphie, ça sent pas bon, elles sont toutes pareilles. Vous avez les fameuses ombres de Gumprecht qui sont des cellules B qui meurent au moment du frottis. Alors, la grande question, c'est est-ce que ces ombres de Gumprecht existent physiologiquement? A priori, non. Mais en tout cas, c'est pathognomonique, je l'aurais classé au moins 3 fois, de la LLC. Donc, quand on vous rend une lymphocytose chez un sujet âgé, une petite anémie, peut-être une petite infection, mais pas forcément. Vous savez qu'il y a plusieurs stades dans la LLC. Et qu'on vous rend ombre de Gumprecht et qu'il y en a beaucoup sur le frottis et que généralement, ça peut vous faire penser à ça. Donc, c'est l'immunophénotypage qui va poser le diagnostic, ce n'est pas l'anum. Posez pas le diagnostic, mais en tout cas, vous pouvez le suspecter. Des petits lymphocytes, pas forcément des cytopénies importantes, parfois des nums de routine. Avoir 5000 lymphocytes, c'est quand même le bout du monde, et avoir ce genre d'anomalie. Alors, je vous parle de ça dans le cours aujourd'hui, c'est bien sûr, il y a un score pronostic, un score cytométrique pour poser le diagnostic, vous en avez entendu parler. Il y a un score à 5 points. C'est Madame Matutes qui l'avait monté, et en fonction de la présence ou de l'absence de différents antigènes, de clusters de différenciation, une fois de plus, ce n'est pas mon métier, selon l'expression de la chaîne monotypique de surface, si vous avez 4 ou 5 points, vous êtes face à une LLC typique. Alors, moléculairement parlant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est qu'effectivement, il y a des stades qui ont été évalués pour la LLC. Donc, il y a la classification de Rail avant, vous n'étiez pas né, moi à peine, et la classification de M. Binet, par contre, qui prévient 3 stades, A, B et C. C'est beaucoup plus simple que 5 stades avec le 0. Où A, généralement, la lymphocytose, elle est fréquente, elle ne prolifère pas vite, il y a des cytopénies, mais pas trop graves. Généralement, chez un patient âgé, une stade A, ça a une survie sans traitement qui est équivalent à le patient du même âge sans LLC. Donc, est-ce que vous allez traiter intensivement un patient âgé qui a un stade A? Non, parce que si c'est pour lui donner des choses qui vont lui faire une leucémie secondaire, ce n'est pas la peine. Stade B et C, vous évoluez dans la... oui, c'est marqué contrôle à la population du même âge, c'est bien fait. Et plus vous avancez dans le stade, plus les cytopénies sont graves, etc. Vous avez nécessité de traitement, parce que s'il a 65 ans, qu'il a 2 ans de survie parce qu'il a un stade C, parce que la lymphocytose est importante, que l'hémoglobine est basse, les plaquettes sont basses et que vous avez des atteintes ganglionnaires, vous êtes obligé de traiter. Donc là, l'évaluation du stade sur des critères pour l'instant qui n'intègrent pas le moléculaire est important pour améliorer la prise en charge. Je ne fais pas un cours sur la LLC. Par contre, les marqueurs moléculaires sont très importants.
Ça, vous reconnaissez ou pas, c'est le New England, mais celui-là, il date d'il y a un petit moment déjà. Là, vous connaissez les courbes de survie. Donc là, c'est en mois, ce n'est pas complètement désespéré. On a plusieurs années, ce n'est pas les courbes des leucémies, où en fonction de la cytogénétique, je suis obligé de mettre mes lunettes, mais globalement, on retenait que la cytogénétique normale est ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ici, vous avez la cytogénétique où il y a la délétion 17P, zone où est situé votre nouvel ami qui s'appelle P53. Donc la délétion de P53 en cytogénétique dans la LLC, dans les cellules de LLC, vous voyez, ça change complètement le pronostic. Donc l'intérêt de trouver des bons marqueurs. Alors, vous voyez là, les courbes sont différentes, mais pas tant. Et puis il y a eu d'autres études depuis, ce qui fait que maintenant, on peut ne faire que de la fiche P53. C'est un des rares marqueurs qui a un véritable impact pronostic en cytogénétique sur la prise en charge de la LLC. Il faut savoir au diagnostic P53 présent ou pas présent. Et au-delà de la mutation, de l'anomalie cytogénétique qui est la délétion de 17P, la 11Q, ça pue aussi, hein, elle est là. Vous verrez qu'il y a la mutation de l'autre allèle. On a vu les gènes suppresseurs de tumeur tout à l'heure. Généralement, il manque un allèle. Donc là, il manque un allèle en cytogénétique. Et puis, vous verrez que dans les cas encore plus graves, on sera capable de les distinguer en fonction qu'il y a un allèle muté ou un allèle muté plus un allèle délété plus un qui est muté. C'est toujours plus grave d'avoir les deux allèles manquants pour ce gène-là. Bon, mutation de P53, vous voyez, nombre de gènes restants, quand il en reste un, quand il n'en reste plus. Enfin, il y a eu plein de papiers, que ce soit à la LLC ou d'autres pathologies. Hein. C'est pour ça que le P53 est important. Il faut toujours regarder du côté du statut P53. C'est vrai dans la LLC, c'est vrai dans la LAM, c'est vrai dans la myodysplasie, c'est vrai dans tous les cancers. Et maintenant, il y a de plus en plus de papiers qui montrent que, outre le statut P53, il faut vraiment avoir le statut sur les deux allèles. Donc, il faut associer cytogénétique, où il manque un allèle, au moléculaire, où on séquence le gène et on voit s'il y a des mutations inactivatrices. C'est important d'avoir le double statut P53 au diagnostic et même pour le pronostic des hémopathies. Alors ça, c'est les recommandations du GFCH. Vous verrez, il y a plein de groupes coopérateurs. Donc GFCH, c'est le groupe francophone de cytogénétique hématologique. Il y a le GFHC, qui est le groupe francophone d'hématologie cellulaire. Vous avez plein de groupes comme ça qui émettent des recommandations. Et puis, les recommandations, c'est qu'il faut regarder du côté de la DL17P. Ça, c'est obligatoire et recommandé du côté de la DL11Q qui emporte ATM, hein, qui est un gène de réparation de l'ADN important. Voilà, ça, c'est les recommandations et ce sont des choses qui sont opposables. C'est-à-dire qu'un patient chez qui vous avez fait un diagnostic de LLC et chez qui vous n'avez pas demandé de cytogénétique, s'il est vraiment très procédurier ou si vous êtes peut-être praticien aux États-Unis, peut vous attaquer parce que vous n'avez pas demandé selon les recommandations des groupes. Enfin, ça n'existe pas, bien sûr, hein, on n'a pas ça en France, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'un patient qui va se sentir lésé parce que vous n'avez pas demandé l'évaluation de son statut P53 au diagnostic de son hémopathie. Donc, ça n'existe pas. Mais comme le monde a l'air de changer un peu à grande vitesse en ce moment, méfiez-vous quand même, il faut parfois connaître les recommandations, mais c'est les labos qui connaissent pour vous, qui savent quoi faire quand vous avez une suspicion. Encore faut-il qu'ils aient reçu un prélèvement. Les LAM, alors c'est pareil, hein, il y a les LAM, il y a des cas, pas beaucoup, ça reste un cancer 10 fois plus rare que les cancers solides, hein, je vous rappelle hein, quand même, mais on en voit beaucoup parce que vous êtes là en hémato, donc c'est des maladies du sujet âgé. Il y a énormément d'anomalies cytogénétiques plus ou moins récurrentes retrouvées dans les LAM. Alors, bien sûr, il y a la promylocytaire avec la 15-17, PMLRAR, il y a la 8-21, il y a les LAM avec les inversions du 16. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont pignon sur rue, qui sont connues depuis des années et qui sont recherchées avec beaucoup de soin au moment de la cytogénétique et qui permettent d'avoir parfois la LAM avec la mutation translocale 15-17. C'est une entité à elle seule, c'est la... Tu auras les diapos, hein. Pas de souci. Voilà, donc la 15-17, par exemple, c'est ça. Donc, vous voyez, le 15 est un peu plus long, le 17 est un peu plus court, une translocation qui va permettre la production du transcrit et donc permettre le blocage de différenciation des cellules au stade promyélocyte, peu importe, et du coup, le traitement restaure la différenciation des cellules et vous, entre guillemets, guérissez les patients de la leucémie parce que vous levez le blocage de différenciation des cellules. C'est quand même pas mal. Dans les LAM, alors il y a plein de diapos, hein, c'est peut-être pas up-to-date, mais les anomalies, là je vous parle juste des anomalies chromosomiques, ont un impact. Donc effectivement, la 15-17, vous la voyez, elle est tout là-haut. Au bout de 10 ans, il y a encore quasiment 85% des patients qui sont en vie, parce qu'il y a un traitement. Hein. Une fois de plus, avant le traitement, elle était comme les autres. Vous avez par exemple la cytogénétique normale. Elle est où la normale? Elle est par là, normalement.
Il n'y a pas la normale, c'est embêtant. La cytogénétique, il n'y a bien pas la normale, hein, d'accord. Bon, bref, elle est à peu près par là. Bon, ça ne va pas jusqu'à 50% de survie à 10 ans, hein, c'est un peu plus bas. Mais globalement, il y a des anomalies qui, soit il y a une thérapie ciblée, comme la 15-17, soit les anomalies, ce qu'on appelle les CBF, les 8-21, ou les 6, ou les inversions du 16, qui sont des LAM dites de bons pronostics. De bons pronostics parce qu'à 2 ans, il reste encore 75% des gens, c'est pas mal pour une LAM, d'accord. Pour la 8-21 et pour l'inversion du 16, il n'y a pas, ça met en jeu les mêmes gènes, il n'y a pas de traitement spécifique. Ça répond traditionnellement au traitement. Vous savez que le traitement d'induction est standard pour l'instant dans les LAM, hein, ce qu'on appelle un 3+7, ça associe une anthracycline, la donorubicine. Et puis ces patients répondent particulièrement bien, donc il y a des pistes physiopathologiques pour comprendre pourquoi ça répond bien. La seule qui bénéficie d'un traitement spécifique, c'est celle-là. Et puis celles-là répondent bien. Et puis après, vous avez, elles se tirent toutes labour plus les unes que les autres. Il y en a une qui gagne la palme, c'est l'inversion du 3. Les leucémies qui ont des inversions du 3. Sur le chromosome 3, dans la zone d'inversion, il y a un gène qui s'appelle EVI1. Ça vous fait penser à Evil, le diable. Alors, ce n'est pas très compliqué à retrouver. Mais vous voyez qu'à 1 an, il y a moins de 25%. Il n'y a rien qui marche. Globalement, on ne sait pas trop. On comprend ce qui se passe. C'est en train d'évoluer, c'est-à-dire que la translocation inverse de gènes. Et donc, EVI1 se retrouve face à un promoteur qui force l'expression. Donc, c'est un oncogène, globalement. Il n'y a pas que ça. Et globalement, vous voyez, il n'y a pas encore de traitement spécifique. Donc, il y a des gens qui cherchent. Ça serait pas mal de comprendre comment ça marche. C'est peut-être votre mission pour les années qui viennent et de trouver un traitement parce que quand au karyotype, vous avez votre patient qui arrive et vous êtes à cytogénétique, c'est inversion du 3, vous attachez pas, vous risquez de ne pas le voir longtemps malheureusement. C'est horrible. Donc le karyotype permet de classer les patients dans différents groupes et quelle que soit l'hémopathie, permet d'affiner le pronostic. Alors quand c'est complexe, quand il y a plusieurs lignes avec plein d'anomalies, généralement c'est de mauvais pronostics. Vous voyez, généralement, quand c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pronostic possible. C'est un bon pronostic ou un pronostic intermédiaire parce que peuvent se rajouter dessus des mutations somatiques. Vous avez compris, la cytogénétique, on va aller un peu plus vite sur le moléculaire. C'est tout aussi intéressant, et puis c'est ma maison, mais globalement, ça va être beaucoup plus simple. Cytogénétique, indispensable à l'heure actuelle au diagnostic de votre hémopathie et pour la rechute, pour des choses comme ça, pour rechercher des anomalies éventuellement ciblables, mais une fois de plus, on est à l'échelle du chromosome, c'est un peu plus compliqué. On revient là, votre prélèvement, il est passé du côté des acides nucléiques. Et donc, sur le génome, je vous passe, je ne fais pas l'offrance, vous expliquer que Molecularis, ce n'est pas une race très intelligente, ils ont 4 lettres pour parler, hein, c'est ATCG, ce n'est pas très compliqué. Les bases, peu importe, ça code pour l'ADN. Et ça, le génome humain, la séquence du génome humain est disponible depuis, c'est pas marqué, je crois, c'est peut-être marqué en bas, depuis 2000, d'accord. On connaît la séquence du génome humain depuis 2000. Et pourquoi on avait besoin de connaître la séquence du génome humain, à votre avis? Parce que quand on séquence un gène, on joue à quoi? On joue au jeu d'essais de différence, on cherche des différences par rapport à une séquence de référence. Mais faut-il encore avoir la séquence de référence? Donc, le génome complet est disponible depuis les 2000. C'était un consortium américain qui l'avait sorti dans Science, je crois. Et puis après, il y a le séquençage a évolué. D'ailleurs, on parle de séquençage. Il y a un monsieur qui s'appelait Frédéric Sanger, qui était un Allemand, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu 2 prix Nobel, qui est un biochimiste à la base pour avoir mis en place les premières réactions de séquençage. Et puis après, vous entendez parler de nouvelles générations, de 2e, de 3e génération. Je veux dire, peu importe aujourd'hui, retenez qu'à l'échelle de l'ADN, on est capable par différentes techniques de séquencer un ou plusieurs gènes et de les comparer à la séquence de référence et de voir s'il y a des mutations, une fois de plus, qui sont récurrentes et qui ont un impact sur le fonctionnement de la cellule. Donc, voilà, le génome humain, il fait à peu près 3 milliards de paires de bases. Comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, on a à peu près un gros pourcent de notre génome qui code pour des gènes, ce qui ne veut pas dire que les 99% qui restent ne sont pas utiles. Mais en tout cas, on ne peut pas à l'heure actuelle tout regarder. D'accord? Les gènes, c'est des exons et des introns. On va déjà s'occuper de ce qu'il y a dans les exons, et c'est donc ce qu'on appelle l'exome. Quand on parle de WES, donc de Whole Exome Sequencing, ou de gens qui disent exomination, donc c'est pas très très joli, c'est l'analyse des séquences codantes, donc des gènes. Au départ, c'était très très cher, hein, c'était $1 million ou $100 millions par génome. Hein, c'est en 2000, lorsqu'il a été séquencé le premier génome normal, c'était $100 millions, et puis maintenant on est à peu près à 800-900 € le génome. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire pour tout le monde, on est à peu près à
à 1 000 $ et ça coûte à peu près 2 jours. Alors, 2 jours à faire, hein, techniquement. Analyse non comprise. Vous verrez que les analyses de ces données-là, parfois, peuvent être un peu problématiques. Donc d'ailleurs, petit conseil en passant, je ne sais pas si dans votre carrière, vous comptez faire un peu de recherche, un M2 ou des choses comme ça. Ce qui va être très intéressant dans les années qui viennent, c'est vraiment si vous savez toucher à la bioinformatique. C'est très, très important. Si vous voulez faire un peu de moléculaire, un peu des projets de recherche un peu sexy, on va maintenant faire apparaître des données, générer des données, c'est facile, mais les analyser de manière correcte. Donc, on a besoin de plus en plus de gens qui touchent un peu à la bioinf. Donc, faire un PL ou faire un myélogramme, c'est bien. Parfois, si tu fais un peu de recherche, n'hésitez pas, si vous avez l'esprit un peu plastique, on va dire, pour faire de la bioinformatique. Retenez ça dans un coin de votre tête, ça peut être utile. Alors, des réactions de séquençage, il y en a plein. Hein. Il y a du haut débit, il y a du bas débit. J'ai envie de dire, peu importe pour aujourd'hui. Retenez qu'on peut faire le whole genome de WGS. On séquence tout l'exome. Donc là, tu es embourbé dans des milliards de différences dont tu ne sais pas que foutre parce que, voilà, faire le lien entre la mutation du gène que tu ne connais pas sur une maladie que tu connais bien, parfois c'est compliqué. Tu as ce qu'on appelle le whole exome sequencing, donc on a à peu près 1-2% des régions codantes du génome. Et puis, tu as ce qu'on appelle le NGS ciblé. Donc là, tu dis, moi, dans ma pathologie, les gènes qui sont mutés, c'est P53, SF3B1, ZRSR2 et SRSF2. Je séquence ces 4 gènes-là, ce qui fait que je peux séquencer éventuellement beaucoup mon échantillon, ce qui me permet de trouver des sous-clones, plutôt que de séquencer un gène qui, par des études avant, n'a jamais été démontré comme mutant dans ma pathologie. Donc, c'est une fois de plus, on ne fait pas la même chose pour tout le monde. C'est important. Donc, l'indication de savoir ce qu'on cherche, ce n'est pas normalement le séquençage qui vous dit c'est telle maladie. Le séquençage vous dit vous avez tel marqueur, tel impact pronostic dans telle maladie, mais on ne vous dira pas vous avez machin. Imagine, on vous donne un ADN, on vous dit vous dites c'est muté P53. Alors du coup, c'est quel cancer? Ça peut être n'importe quoi. Donc, ce n'est pas, à l'heure actuelle, une fois de plus, au 16 novembre 2021, on n'est pas, c'est une aide au pronostic, au diagnostic parfois, mais ce n'est pas le séquençage qui vous pose le diagnostic. Autant la 922, la 1517, je suis d'accord, autant les mutations qu'on va voir, il n'y en a aucune qui soit réellement spécifique d'une maladie particulière. Donc ça, c'est des technologies, j'ai envie de dire, peu importe, retenez pas, il y en a qui existent, il y en a qui n'existent plus, parce que les boîtes se rachètent les unes les autres. Maintenant, il n'y a plus que Illumina, qui a racheté d'ailleurs Thermo Fisher, ou l'inverse, peu importe. Il y a différentes stratégies de séquençage. Donc, retenez que le NGS, ça se passe sur de l'ADN. Donc, l'intérêt d'avoir des centres de ressources biologiques dans lesquels vous avez de l'ADN qui est stocké. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau gène qui sort, vous pouvez faire appel à ça. On n'a pas besoin de cellules vivantes, on a besoin que ce soit des cellules de bonne qualité pour extraire de l'ADN, pas tout couper en morceaux parce que les cellules sont en train de crever, mais on travaille sur de l'ADN. C'est un peu moins problématique que la cytogénétique, qui a différentes approches techniques, mais une fois de plus, on a passé un peu de temps sur la cytogénétique, je vais aller un peu plus vite. Peu importe, faites confiance aux gens qui font ça. Faites confiance aux gens qui font ça. Donc, il y a plein de technologies différentes, il y a des machines qui ressemblent à des gros pH-mètres, qui regardent des variations de pH en fonction de l'insertion des bases, mais de plus, on est en desdématologie clinique, on ne va pas non plus saouler avec ça. Alors, il y a la course au développement. Le but, c'est d'avoir des machines maintenant qui séquencent de plus en plus vite et de plus en plus de bases en même temps. Bon, les dernières qui sont arrivées, elles font le job très, très bien, mais elles coûtent un bras. Et alors, en oncohématologie, à quoi ça sert le NGS? Donc, vous avez compris maintenant qu'on n'a pas un panel pour toutes les pathologies, on a un panel en fonction de la maladie la plupart du temps. C'est quoi un panel? C'est un design, c'est moi, si je veux travailler sur les SMD, je veux séquencer ce gène-là, ce gène-là, ce gène-là, ce gène-là. Donc, j'ai la notion de panel, c'est un peu ma liste de courses. Et ça, c'est réfléchi en amont. C'est pas, pour le coup, les cliniciens participent parce que dès qu'il y a un papier qui sort qui montre le nouveau gène, alors c'est pas… si tu n'as pas une marmite qui bout et tu peux rajouter ton gène à la dernière minute, ça nécessite des adaptations technologiques. Mais globalement, il faut réfléchir. Il y a des gènes que je vais rechercher dans la LLC, dans le myélome multiple. Je ne vais pas rechercher dans les SMD ou les SMP. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres qui sont spécialisés. Nous, sur le GH Cochin, Necker, HEGP, là, en bas, là, on est… bon, les HEGP ne font pas d'oncohémato, mais à Cochin, on fait tout ce qui est myéloïde. Et à Necker, ils font tout ce qui est lymphoïde. Et ça marche très bien. Donc, l'ADN, ça voyage. Donc, quand on a un ADN qui ne nous correspond pas, on le renvoie et réciproquement. Et puis, ce qui fait qu'on a des panels intelligents. Et puis, c'est très performant comme ça. Ici, à Saint-Louis, ils font tout parce que ils n'ont pas d'équivalent dans le coin. Mais voilà, quand on peut se répartir la tâche. Et puis, on a une
pertinent. C'est-à-dire que moi, la mutation de Notch dans la LAL, je sais ce que c'est, mais je vais faire genre, je ne sais pas. Alors qu'effectivement, la mutation de SS3B1 dans la sidéroblastique, je connais parfaitement, alors que quelqu'un, ils connaissent moins. Donc, ça permet aussi un peu de spécialisation. Alors, ça peut paraître bête, mais ce n'est pas du luxe. Ce qu'on appelle, on étudie des paysages mutationnels, toujours pareil, dans l'espoir de trouver des cibles thérapeutiques, même si en hémato, on n'en a pas beaucoup. Et puis, on montre, que ce soit ici dans le myélome multiple, c'est très hétérogène, c'est-à-dire que votre patient, il a 90% de plasmocytes dans la moelle, mais en fait, il n'y en a pas deux qui sont pareils, et puis du coup, ça va affiner tout ce qui est pronostic. Un exemple que j'aime bien, c'est le syndrome myélodysplasique. Vous connaissez cette maladie du sujet âgé, voire très âgé, alors que pas très fréquent, mais qui est une maladie du vieillissement. Où globalement, la cellule souche hématopoïétique, qui est tout en haut, elle a fini par acquérir avec le temps un certain nombre de mutations qui vont mener à des cytopénies, etc. Donc, il n'y a pas une mutation. Maintenant, ce qui est connu, c'est que la SMD, c'est on va dire un syndrome pré-leucémique. Le risque du SMD, c'est qu'il se transforme en leucémie et il se transforme plus ou moins vite en leucémie en fonction du contenu en mutation qui sont dans les cellules. Donc ici, et puis il y a un gros papier là qui va sortir, effectivement, où on se rend compte qu'en médiane, les patients myélodysplasiques ont dans leur moelle ou dans leur sang, parce qu'on retrouve les mutations dans les deux compartiments, 3 à 4 mutations différentes dans des gènes, on ne retenait pas les acronymes, qui ont des impacts sur des processus cellulaires différents et globalement qui sont complémentaires. 3 à 4 mutations, ça fait beaucoup. Alors, ça pourrait dire, c'est génial, on a plein de cibles thérapeutiques. Une fois de plus, on n'en est pas encore là. Mais ça veut surtout dire que les mutations se sont accumulées avec le temps et c'est pour ça que c'est une maladie qui arrive chez le sujet âgé. Au diagnostic, au moment où le patient, vous savez qu'est-ce qui amène un patient myélodysplasique dans un cabinet médical? L'anémie, la plupart du temps, donc il est fatigué, avant il montait ses 8 étages, maintenant il n'y arrive plus, soit il saigne, soit les cytopénies. En fait, il ne vient pas en disant j'ai une myélodysplasie, il vient en disant je suis fatigué parce que j'ai 9 grammes d'hémoglobine, je saigne un peu des gencives parce que j'ai 80 000 plaquettes, encore, c'est qu'à 80 000 ça ne saigne pas, ou je chope toutes les infections qui traînent parce qu'en fait il a 400 de trop. Donc la moelle ne fonctionne pas bien parce que les cellules sont dysplasiques, parce qu'elles sont bourrées de mutations. Ok, très bien. Il y a 3 à 4 mutations. Donc, entre la première qui est apparue tout au début, ce qui a été un peu évalué, c'est qu'il y a peut-être 10 ans entre l'apparition de la première mutation et l'apparition des symptômes, que ce soit par anémie, par thrombopénie ou par neutropénie. Ce qui fait que les mutations s'accumulent avec le temps. Et au moment où le patient devient symptomatique, ou en tout cas qui vient vous voir dans votre cabinet, il y a déjà beaucoup de mutations. Je vous ai dit entre 2 à 3, et maintenant on est plus entre 3 à 4 mutations en fonction des panels utilisés. Donc, l'intérêt du NGS permet déjà de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et apporte la notion parfois d'architecture clonale. Ici, vous avez un exemple. Bon, retenez pas les acronymes, on s'en fout un peu. Mais vous avez un patient myélodysplasique qui avait 5 mutations. ZRSR2, TET2, SRSF2, CKIT, que vous connaissez peut-être, qui est une mutation très fréquente dans les mastocytoses, et NRAS, avec ce qu'on appelle des VAF. La VAF en NGS, c'est la FAV en français, c'est moins joli, fréquence d'allèle variant ou variante allèle frequency en anglais, c'est la représentation de la mutation dans l'échantillon. En cytogénétique, je vous ai dit qu'on voyait un clone, on voyait une anomalie parce qu'elle était présente au moins dans 20% des cellules. En NGS, on peut descendre à 0,1% à 1%. Donc, on va avoir des mutations très minoritaires. Ouais, mais monsieur, une mutation à 1%, ce n'est pas elle qui fait la maladie. On est d'accord, mais c'est elle qui peut éventuellement évoquer la rechute, l'évolution, des choses comme ça. Donc, en NGS, on a une vision globale en fonction de la technologie qui est utilisée pour descendre très profond. Donc, c'est complémentaire. Là, par exemple, vous avez ce patient chez qui il y avait 5 mutations avec des VAF différentes. Donc, ces 3-là qui étaient à des VAF élevés. Donc, qui dit VAF à 50%, c'est-à-dire que votre mutation est présente. Tu as regardé ce gène 100 fois et tu as vu 50 fois la présence de la mutation. Si c'est sur un autosome, 50 fois la mutation, si tu considères que c'est une mutation hétérozygote, tu as 100% des cellules qui sont porteuses de la mutation. Parce qu'elles ont 2 chromosomes, elles ont un chromosome sur 2 qui est muté, ça fait 50% au global, donc 100% des cellules ont la mutation d'un gène. Donc là, tu as une mutation qui est dite clonale. Ici, la mutation de RAS, par exemple, était à 10%. Et donc, les analyses qu'on peut faire en études d'architecture clonale, globalement, à quoi ça ressemble? Ici, il y avait 3 mutations qui étaient majoritaires, donc a priori, elles sont toutes dans la même cellule. Et ici, la mutation de RAS, par exemple, ou la mutation de CKIT, elle peut être, tu vois, en fonction des VAF, dans des clones différents.
Tout ça pour dire que le NGS ça apporte des informations. Faut-il encore correctement les interpréter? Parce que là, par exemple, si tu as un inhibiteur, par exemple, de RAS, ici, tu vas peut-être pouvoir, ou de c-KIT, ici, tu vas taper sur ce clone-là, tu vas permettre l'amplification de celui-là, ou inversement ici. Un petit peu compliqué, surtout en visio, j'imagine, mais globalement, retenez qu'on va avoir accès à un paysage mutationnel très varié, éventuellement avec l'approche des sous-clones, même s'il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle sur les sous-clones, mais ça va être intéressant à voir parce que ce sous-clone-là, c'est peut-être lui qui va être à l'origine, celui qui comprend toutes les mutations, à l'origine de l'évolution de la pathologie. Donc, un intérêt, on va dire, pronostic, parce que l'évolution clonale va permettre de prédire ça. Oui. Est-ce que quand il y a des vagues qui sont vers 50% et que ce n'est pas une mutation qui a été écrite dans 4 papiers ou quelque chose comme ça, on vérifie l'ADN constitutionnel? Alors, c'est tout ce qui est oncogénétique, ça c'est très très important. C'est un circuit maintenant, donc c'est Marie Sébert en local qui s'occupe de ça. Il y a plusieurs centres où ils font ça. Effectivement, ça peut suspecter une mutation, merci papa et maman, pardon, une mutation constitutionnelle, mais ça, il faut des autorisations particulières parce que du coup, tu t'intéresses au génome constitutionnel et ce n'est pas les mêmes autorisations que le somatique. Mais tout à fait, tu peux tomber. On parle de découverte incidentale, c'est un peu, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais tu tombes sur une mutation, parfois dans des gènes qu'on connaît, mais 50%, alors que, tu vois, si tu tombes sur une mutation à 50%, alors qu'on t'a filé un prélèvement dans lequel tu avais 10% de blast, tu te dis que la mutation, elle n'est peut-être pas si particulièrement présente dans les blasts, mais tout à fait, oui. Mais nous, pour interpréter, donc si tu as 100 ou 50%, pour savoir si c'est un problème, ça va tuer. Alors, c'est 50% qui sont collègues, c'est que c'est muté partout. A priori, oui. L'avantage des designs qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on met des gènes dedans qu'on connaît bien. Donc, on connaît généralement s'ils sont oncogènes, suppresseurs de tumeurs et dans quelle pathologie. Effectivement, le gros challenge, c'est que lorsque tu fais des exomes ou des génomes sur des pathologies variées, bah, tu te retrouves avec, tu sais qu'un génome, en l'occurrence, tu peux avoir jusqu'à 5 millions d'anomalies au départ avant de filtrer quoi que ce soit. C'est énorme. Donc, il faut filtrer sur les gènes qui t'intéressent, etc. Est-ce que ça aide au pronostic, au diagnostic, pardon, a priori non. Oui, pardon. Vous avez les blasts avant, parce que vous disiez que s'il y avait des sons de partout, c'était... Alors, pour tout ce qui est pathologie lymphoïde, oui, il y a des tris qui sont très fréquemment faits parce que les mutations sont spécifiques des populations lymphoïdes. Pour les hémopathies myéloïdes, on a un peu la chance que même si les mutations sont envisagent la leucémie comme des mutations, on va dire, un peu clonales, et à un moment, il y a des blasts qui ont acquis une mutation en plus. Donc, on verra tout à la fin qu'il y a des mutations qui sont présentes même à l'ARC, parce qu'elles sont présentes dans ce qu'on appelle une hématopoïèse pré-leucémique. D'accord? Donc, normalement, il faudrait trier les blasts. Sur les moelles diagnostiques, si vous prélevez bien, il n'y a pas trop de soucis. Les moelles sont la plupart du temps blastiques bien infiltrées, même s'il y a des leucémies, on va dire, postiblastiques dans la moelle. Il faudrait, mais en pratique, on trouve toujours des mutations. Là, je vais donner un exemple avec 10% de blast. Ce n'est pas un bon exemple, c'est plus, je te parle pour les myélomes ou pour les LLC. Par exemple, si tu as une LLC où tu as une lymphocytose qui est moindre, bah, il faut trier les lymphocytes pour être sûr de travailler sur le matériel pathologique. Pour les lymphocytes, je dis pour le myélome. Pour les hémopathies myéloïdes, on a la chance que les mutations sont dans toutes les hématopoïèses myéloïdes, donc dans la plupart des cellules qui sont présentes. Donc, on ne trie pas. Il faudrait, une fois de plus, on est le 16 novembre 2021, je vous dis ça, dans quelques années, on me dira qu'il faut trier, mais on ne trie surtout pas les syndromes myélodysplasiques, où on verra où les mutations sont dans l'ensemble de l'hématopoïèse, ça n'a pas de sens. On ne trie pas pour les syndromes myéloprolifératifs non plus. Enfin, voilà. Mais la question du tri et de savoir sur quoi tu travailles se pose pour justement des pathologies où, comme le myélome, tu as vraiment une prolifération de plasmocytes ou la LLC. Pour les hémopathies myéloïdes, on a cette chance, je touche du bois, pour l'instant, on n'a pas à trier parce que c'est vraiment une organisation très différente. Et pour trier, il faut vraiment que les cellules soient en bon état, etc. etc. D'accord ? Alors, le diagnostic, vous allez entendre parler dans vos études de tout ce qu'on appelle hématopoïèse clonale liée à l'âge. Qu'on appelle ça c'est l'ARCH, mais peu importe, c'est des chips, clonal hematopoiesis of undetermined potential, c'est des mutations qu'on trouve chez des sujets normaux. Et d'autant plus normaux que là, vos chefs de service sont très intéressés parce qu'on découvre maintenant des mutations à partir de 60 ans chez les sujets qui n'ont ni cytopénie ni rien. Et tout ça provient de travaux qui ont été publiés il y a quelques années maintenant, toujours dans des gros journaux, où ils ont pris des patients sains. Alors, patients sains, c'était des patients sans anomalie d'anumération formule sanguine. Voilà, ça vaut ce que ça vaut.
Sur des tranches d'âge où, je ne sais pas si vous voyez au bout, il y avait des patients qui avaient entre 100 et 109 ans, hein, donc ils avaient de la petite jeune là-dedans. Et en fait, ils ont pris des notions, ils ont pris des données d'exome, hein, dans à peu près, je crois qu'il y a plusieurs milliers de patients dans cette cohorte-là, et ils ont séquencé des gènes. Enfin, dans les exomes, ils se sont focalisés sur les gènes qu'on trouvait fréquemment mutés dans des homopathies, peut-être 2, des NMT3A, des gènes que vous allez maîtriser bientôt. Et puis, ils ont montré qu'en augmentant avec l'âge, chez des patients sains, une fois de plus, sur la numération de formule sanguine, ils n'ont pas eu de myélogramme pour vérifier, il y avait des mutations dans 20 à 30% des cas à partir de 70-80 ans. Donc, en gros, un patient âgé qui a plus de 70 ans, qui est sain, qui va bien, il ne va pas chez le médecin, sa NUM est normale, il n'a pas été voir sa moelle, il y a des mutations qui sont présentes. Donc, c'est la notion d'hématopoïèse clonale. Ils n'ont pas de myélodysplasie, ils n'ont pas de leucémie, évidemment, mais tu peux, à un moment donné, quand tu séquences et que tu donnes des moyens, trouver des mutations. Donc, est-ce que ces patients-là, il faut les surveiller comme le lait sur le feu? Oui, non, c'est la notion. Je vous dis que là, la VAF a été proposée à 2%. On ne séquence pas encore un panel de gènes pour tous les patients, mais on appelle les suspicions d'hématopoïèse clonale, c'est important. Et puis, il y a des papiers récents qui ont montré qu'en séquençant très profond, en descendant avec des VAF un peu plus fortes, tu trouvais une hématopoïèse clonale chez à peu près 100% des patients depuis 60 ans. Donc, ça a beaucoup intéressé nos chefs de service qui sont dans ces eaux-là, généralement. Personne n'écoute. Voilà, donc on peut se donner les moyens. Après, ce qu'ils avaient montré dans ce papier-là, c'est que les patients qui avaient une hématopoïèse clonale avaient un risque accru de développer un cancer. Alors, c'était un peu vaste, hein. Il y avait de l'hémato, il y avait de la leucémie, mais c'était quelques patients, en fait. Effectivement, si tu as… Donc, est-ce que vous connaissez la notion de l'MGUS, peut-être? Le MGUS, là, c'était un peu le sécus, c'était la cytopénie de signification déterminée, c'était un peu la jalousie des patients qui avaient le MGUS avant le myélome. Là, c'était, entre guillemets, le sécus avant la myélodysplasie. Bon, c'est sûr, il se passe quelque chose. Et comme vous êtes malheureusement dans cette génération-là, là, le Covid, ce qu'on sait maintenant, c'est que chez les patients qui ont des petites hématopoïèses clonales, donc c'est 1 à 2% des cellules qui se baladent avec une petite mutation, on sait que les inflammations assez fortes qu'ont provoqué les épisodes myélome provoquent la sélection et l'expansion peut-être de ces clones-là. Donc peut-être que dans 10 ans, on aura une vague de myélodysplasie de leucémie aiguë qu'on devra à SARS-CoV-2, j'espère qu'il sera éliminé d'ici là, parce qu'il a provoqué l'expansion de ce clone pré-leucémique ou en tout cas de cette hématopoïèse clonale. C'est une hypothèse, ce n'est pas encore complètement prouvé, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire que dans ton organisme, tu as 70 ans, tu as un petit clone qui se balade avec une petite mutation à 2%, inflammation importante due à l'infection Covid, ils ont montré que les VAF, donc de cette hématopoïèse clonale, chez certains patients, augmentaient après, à distance de la rémission du Covid. Donc peut-être que ça va donner un coup de booster, parce que l'idée, c'est que là, il y a une mutation, et je vous ai dit, la myélodysplasie, il y a 3 à 4 mutations par patient, donc il y en a une, puis 2, puis 3, puis 4. Et quel est le meilleur moyen pour une cellule d'acquérir des mutations? Comment une cellule, elle se multiplie? Donc, pour se multiplier, il faut être dans un environnement favorable, avoir un avantage. Donc, tu vois, une cellule qui se multiplie, donc peut-être avec une prolifération favorable au cours de l'inflammation, va pouvoir acquérir plus facilement d'autres mutations. C'est juste pour le Covid ou c'est pour n'importe quoi? Du coup, on est en train de se retourner un peu sur d'autres maladies, mais effectivement, c'est la découverte de cette hématopoïèse clonale, c'est pas si récent, c'est pas si ancien que ça. Donc, effectivement, on sait qu'il y a des patients qui ont ça. Quels sont les facteurs qui prédisposent à l'évolution, parce que tous les patients qui ont une hématopoïèse clonale n'évoluent pas vers une leucémie, heureusement. C'est comme tous les MGUS ne font pas des myélomes, heureusement. On ne sait pas trop, mais peut-être que l'inflammation, l'aging, le vieillissement sont des paramètres importants. Voilà, on en saura peut-être plus, mais effectivement, ce n'est pas spécifique au Covid. Il y a plein de choses qui font que ces mutations peuvent évoluer. Et donc, c'est un peu… Donc ça, c'était les quelques patients qu'ils avaient qui développaient, les patients qui avaient des hématopoïèses clonales, ceux qui avaient les VAF les plus élevés, donc effectivement, ceux qui avaient des VAF déjà à 30%, allaient évoluer vers des cancers hématologiques. Mais quand tu as déjà 30%, 60% de tes cellules qui ont une petite mutation, même si tu n'as pas d'anomalie sur la NUM, tu te doutes bien que tu vas aller vers la myélodysplasie. Alors, c'était cancer hématologique au sens large, c'est là où ça faisait des lymphomes, un peu tout. Ça s'appelle New England Journal of Medicine, hein. Je ne critique pas, je serais ravi de le faire, mais voilà, c'était un peu le petit côté critiquable de ce papier, et il y en a eu d'autres depuis. Donc ça, c'est la petite… pour vous expliquer un peu cette notion d'hématopoïèse clonale assez importante, la notion de chip, donc d'hématopoïèse clonale, retenez qu'on a tous, entre guillemets,
des casseroles chez soi. Ici, vous avez une mutation dans tous les cas. Un patient qui n'a pas de cytopénie, qui n'a pas de dysplasie dans la moelle et qui a moins de 5% de blast dans la moelle, mais qui a une petite mutation, on dit globalement que c'est normal. Il y a une mutation, mais c'est une mutation d'hématopoïèse clonale, c'est une chip, on ne sait pas comment ça évoluer. Pardon. Le patient, il va avoir une sécus, donc c'est un acronyme pour dire qu'il y a une cytopénie et une mutation de signification indéterminée, je vais y arriver. Avec une cytopénie, mais toujours pas de dysplasie, toujours pas de moelle, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a de l'eau qui arrive dans la casserole. Et puis à ce moment-là, vous avez de la dysplasie qui apparaît, qui est le diagnostic de la myélodysplasie, en l'occurrence, du syndrome myélodysplasique, pardon, des cytopénies et des blasts qui augmentent, ça commence à bouillir. Et une fois qu'il y a plein de mutations, qu'il y a des dysplasies, qu'il y a plein de blasts et qu'il y a plein de cytopénies, on est dans le stade de l'ARN. Donc retenez que les cellules sont porteuses, les casseroles, hein, on va prendre l'acronyme jusqu'au bout, sont porteuses de mutations, mais que l'évolution ne se fait pas de manière longitudinale. On ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui fait passer d'un stade à l'autre, mais là, la recherche avance. Alors, le génotype, donc la recherche de mutations peut parfois orienter le diagnostic. Dans la dernière classification OMS, c'est une des premières anomalies moléculaires, donc ponctuelles, hein, qui est rentrée dans la classification des hémopathies de l'OMS. La mutation de SF3B1, qui est un gène qui est impliqué dans l'épissage des ARN messagers. Vous savez qu'il y a l'ADN, il y a l'ARN, et puis l'ARN, vous avez un gène, mais parfois vous avez plusieurs isoformes, et puis SF3B1, c'est un gène qui participe à dire on va prendre tel et tel isoforme en fonction du type cellulaire. Et puis, ce qui a été montré, c'est que 90 à 95% des anémies sidéroblastiques donc qui ont une anomalie de répartition du fer, une entité particulière de SMD que vous verrez, ont une mutation des SF3B1. Donc, c'est la première mutation, et je le ressors, pathognomonique d'un sous-type de myélodysplasie, c'est la mutation des SF3B1. Elle a fait son entrée dans la classification OMS et elle va être renouvelée dans la nouvelle classification. Et puis, vous savez qu'il y a des mutations dans les syndromes myéloprolifératifs, JAK2, calréticuline, MPL, récepteur ATPO, qui sont des mutations importantes. On dit mutations driver des syndromes myéloprolifératifs avec des fréquences différentes. Et puis, vous avez maintenant des entités qui sont reliées à des mutations particulières de gènes, un peu parce que ça comprend la physiopathe et aussi parce que ça peut développer des cibles thérapeutiques. Alors, une maladie très rare qui est la leucémie à polynucléaire neutrophile, vous avez des mutations du récepteur CSF3R, qui est le récepteur au GCSF, qui entraînent la prolifération des granulés. Jusqu'à là, rien d'étonnant. Donc, c'est des mutations qui ont été identifiées. Ils sont donc rajoutés dans les critères pronostiques de la leucémie chronique à PNN de la WHO. Mais c'est surtout que ces mutations de CSF3R sont des cibles thérapeutiques. C'est-à-dire que soit on peut donner du dasatinib, un inhibiteur de SRC, soit d'autres inhibiteurs. Mais en fait, la présence de la mutation permet d'envisager des prises en charge thérapeutiques ciblées. Le problème, c'est que c'est des mutations, c'est des maladies qui sont rares, et puis même si c'est des ciblages thérapeutiques raisonnés sur une physiopathe, ça ne marche pas très bien. Je vous passe la mastocytose systémique. Vous savez, c'est cette prolifération de mastocytes, ces cellules un peu qui sont bâtardes, donc il y a plein de critères biologiques. Et puis, il y a les mutations de c-KIT qui sont aussi associées, mutations activatrices de ce récepteur qui sont associées à la prolifération des mastocytes. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans la classification des hémopathies myéloïdes ou lymphoïdes, il y a des mutations ponctuelles. Donc, le génotypage par NGS ou par des techniques ad hoc est important pour pouvoir, là, dans le cas présent, identifier des cibles thérapeutiques. Alors, un impact pronostic, c'est oui, clairement. Est-ce que ça a un impact pronostic ? Ici, vous avez, dans l'exemple des myélodysplasies, vous connaissez ce genre de graphique où on vous montre la taille de la balle, enfin du cercle, là, est en lien avec l'apport qu'ont les variables sur le pronostic des patients. Le patient myélodysplasique, il peut vivre en fonction de la classification IPSS de 6 mois à 15 ans. Hein, donc, il faut avoir des paramètres qui sont importants pour évaluer ce pronostic. Et puis là, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici les variables biologiques là, que ce soit la cytogénétique ou le séquençage de l'ADN, sont très importantes pour évaluer le pronostic des patients. Donc, on ne peut pas se passer à l'heure actuelle du moléculaire pour évaluer le pronostic. Ici, je vous prends l'exemple des syndromes myélodysplasiques. Et d'ailleurs, au congrès de l'ASH, je
sais pas, vous savez, il y a le congrès américain des matos qui a lieu là tous les ans, les abstracts sont sortis. Vous verrez qu'il y a une proposition d'IPSS moléculaire qui vient enfin d'aboutir et qui va être publiée bientôt, on l'espère, dans le New England Journal of Medicine aussi, qui a, sur plus de 7000 patients, a repris prospectivement toutes les anomalies moléculaires et qui propose le panel de gènes qui va réellement impacter le pronostic. Donc, quand vous aurez votre patient myélodysplasique au cabinet ou dans votre box de consulte, vous aurez bien sûr sa numération, ses paramètres personnels, mais vous aurez aussi sa cytogénétique et son moléculaire pour se calculer son score IPSS, son score pronostic, pour savoir si vous lui proposez un traitement, si vous essayez de l'emmener vers l'allogreffe, si vous essayez, vous faites le wait and see ou plus. Voilà. Donc ça, les données sont très importantes. Alors, les mutations, elles ont un impact. On va pas passer des heures là-dessus, mais retenez que là, par exemple, vous avez, surprise, il y a P53 qui fait partie des gènes qui impactent. Bon, là, c'est P53 non muté, mais les courbes jaunes, par exemple, vous avez P53 muté. Donc, c'est des gènes qui impactent la survie des patients. Une fois de plus, là, pour l'instant, ça n'ouvre pas des perspectives thérapeutiques, mais ça vous dit, votre patient, vous allez le revoir dans un mois, où il va arriver aux urgences parce qu'il va saigner de partout, parce qu'il va évoluer, ou vous le revoyez tous les 6 mois. Qu'est-ce qui tue un patient myélodysplasique? La leucémie. Ouais, il y a 2 choses qui tuent beaucoup des patients myélodysplasiques, c'est la transformation. Donc, généralement, sur les courbes de survie, ce qui fait chuter, vous savez que chaque patient qui décède, la barre va vers le bas, sont beaucoup les transformations leucémie, parce que les leucémies secondaires à des syndromes myélodysplasiques, c'est vraiment des saloperies. Il y a vraiment très peu de traitements qui marchent. Donc, le 3+7 dont on parle, globalement, vous l'oubliez, ça ne marche pas. Et puis, ce qui tue aussi beaucoup les syndromes myélodysplasiques, c'est moins vrai maintenant, c'est les transfusions. Pour tuer un patient, il suffit de le transfuser régulièrement. Ça marche bien aussi, malheureusement. Donc, il y a la chélation maintenant qui est mise en place. Mais on sait que la surcharge martiale, surcharge en fer, ça attaque les organes. Et donc, les patients qui ont des myélodysplasies, on va dire, de faible risque, qui ont juste une anémie, comme on disait, et qu'on transfuse régulièrement quelques kilos tous les mois, tu as la ferritine qui monte et puis tu n'es pas responsable, mais globalement, ce qu'on dit souvent, c'est pour tuer un patient, il suffit de transfuser et on ne parle pas des accidents transfusionnels, évidemment. L'impact des mutations, ce qui est aussi important, c'est dans les myélodysplasies, et même c'est un peu valable dans tous les cancers, c'est le nombre de mutations. Dans les cancers solides, on parle de charge mutationnelle, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est un peu le nombre d'anomalies par mégabase, on quantifie comme on peut. Et là, c'est le nombre de mutations. Et ici, vous avez dans un des premiers papiers, la survie, toujours pareil. Bon, là, on est en mois, vous voyez, c'est pas ça fait quelques années, mais ce n'est pas comme les courbes de tout à l'heure. 0 mutation, 1 mutation, 2 mutations, 3 mutations, 4 mutations et plus de 6 mutations. Vous voyez, c'est ce que je vous explique, c'est que imaginez que la myélodysplasie, je suis complètement responsable de ce que je dis, mais imaginez que c'est 10 ans entre l'acquisition de la première mutation et la fin où le patient malheureusement décède, on va dire, de leucémie aiguë. Les mutations arrivent avec le temps. Donc, si vous êtes très précocement, parce que c'est un bilan de routine, parce que c'est un homme et du coup, il se plaint beaucoup plus, donc il va plus facilement chez le médecin et du coup, on diagnostique sa myélodysplasie plus tôt, d'accord? Je n'irai avoir dit ça. Vous êtes très proche du début, donc vous pouvez avoir 0 à 1 mutation parce qu'il y a la première qui est apparue, ou peut-être pas encore de mutation dans des gènes qu'on connaît, et puis ça peut beaucoup évoluer. Donc, il va lui rester 9 ans à vivre avec les prises en charge thérapeutiques que vous allez faire. Si, écoutez, la personne ne s'est pas écoutée, elle était fatiguée, mais voilà, elle a attendu, elle arrive dans votre cabinet, vous faites un NGS et vous avez 5 ou 6 mutations, vous doutez que le patient, malheureusement, il y a eu cumul de beaucoup de mutations, donc soit il a été exposé à des pesticides, des benzènes, tout ce que vous voulez, etc. Mais généralement, il est peut-être plus proche de la fin que du début, c'est ce qui explique de manière très, on va dire, lamarckienne, que les patients qui ont beaucoup de mutations sont peut-être plus proches de la transformation et donc de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez qu'il y a un temps fixe, les mutations arrivent, on sait qu'elles arrivent séquentiellement avec le temps. Malheureusement, plus il y a de mutations, moins le pronostic est bon. Ça paraît globalement évident. Bon, les mutations sous-clonales ont le même impact que les mutations clonales, on pourra en discuter le cas échéant. Les mutations ont aussi un impact pour prédire la réussite, en tout cas la survie post-greffe. C'est parce que les mutations, elles sont présentes dans les cellules souches et que même quand tu greffes, parfois la rechute, c'est dû à une rechute de la leucémie parce qu'à un moment dans la moelle ou ailleurs, dormaient 3 cellules leucémiques, fameuses cellules souches leucémiques. Donc voilà, on sait qu'il y a des mutations qui prédisposent plus parce que ce qui
la survie post-greffe, c'est la rechute. Hein. Ce n'est pas tant la mauvaise réponse au conditionnement, des choses comme ça. On est sur des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a des mutations. Retenez pas les noms, sachant que ce n'est pas les mêmes à chaque fois dans toutes les pathologies. Que globalement, on retrouve P53 dans les patients greffés parce que le but d'un patient myodysplasique, lorsqu'il est éligible, c'est d'emmener à la greffe. Vous verrez comment se passe le processus de greffe. Donc là, on est sur de la greffe allogénique. C'est des patients âgés, donc ce n'est pas forcément… Voilà. Ici, effectivement, au départ, il y a de nombreuses années que ça, la greffe n'était pas réservée aux patients de plus de 45 ans. Maintenant, ça vous paraît une hérésie. Hein. On greffe des patients qui ont 65 ans s'ils sont fit. Une fois de plus, ça va avec le vieillissement de nos chefs de service. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un chef de service d'ici que je ne citerai pas qui a décalé l'âge légal de la greffe en fonction de son propre vieillissement. Bon, j'espère pas être écouté, mais peut-être qui je parle, il y a son nom marqué sur une des portes. Voilà, non, mais il faut pouvoir greffer les patients. C'est la seule manière d'éradiquer cette putain de maladie, sachant qu'il y a potentiellement des rechutes qui sont dues à la dormance de cellules leucémiques. Dans la myélofibrose, on change, mais ça c'est pour vous montrer une overview, que les mutations sont importantes pour le score pronostic de nombreuses pathologies hémato, que ce soit myéloïde ou lymphoïde. On n'a pas le temps de faire en 2 heures tout le tour, mais qu'effectivement, les courbes de survie, toujours pareil, et chaque courbe est différemment positionnée en fonction du type de mutation. Et même parfois, pour ceux qui sont à l'oral, en visio, je montre ici en bas à gauche, en fonction du type de mutation de quelle réticuline. Par exemple, là, c'est le type 1, mais parfois, vous avez des mutations dans le même gène. Physiologiquement, ça a l'air de donner la même chose, c'est la même maladie, mais l'impact pronostic n'est pas le même. Et il y a de la recherche qui est menée pour essayer de comprendre ça. Dans la myélofibrose, il y a l'existence de scores pronostiques. C'est important maintenant dans les RCP. Vous assisterez à des cas où effectivement on discute et que le score pronostic, on en a besoin. Donc, il y a quelques gènes, le ZH2, S6L1, VOX2, SRSR2, IDH, qui sont importants à connaître. Le statut mutationnel est important à connaître. Donc, ça, c'est un panel qui peut être dédié à la myélofibrose parce que votre patient, vous ne le rangez pas dans le même groupe pronostic. Donc, vous n'avez pas la même intervention thérapeutique prévue en fonction de son score. Donc, il faut avoir accès, selon les pathologies, à un certain nombre de gènes qui ont maintenant pignon sur rue et qui sont décidés au niveau international pour dire j'ai une myélofibrose, il faut avoir au moins le statut mutationnel de ces 4 gènes parce qu'ils conditionnent la survie et le risque de transformation en LAM. C'est important. Je ne dis pas que c'est opposable, on ne rentre pas dans ce délire-là, mais c'est un peu l'idée. Donc, des scores pronostiques, il y en a plein, plein de papiers, tous aussi prestigieux les uns que les autres. Globalement, ça tourne toujours autour des mêmes gènes, mais sur des cohortes différentes. Et puis, c'est plutôt pas mal que le score pronostique soit validé dans des cohortes indépendantes plutôt que dans sa cohorte de son propre congélo, dans son petit coin. Il y en a plein, peu importe, en présence de l'absence ou de la mutation, peu importe. Dans les SMP, donc hors LMC, Phi négatif, c'est pareil, il y a pas mal de mutations, retenez pas ça, mais il y a beaucoup de mutations associées. Donc, on parle souvent, il y a JAK2, il y a MPL et il y a CALR. OK, c'est les mutations driver. Mais on sait maintenant qu'en séquençant plus largement l'ADN de ces patients, on a des mutations associées. Et les mutations associées sont importantes, clairement, parce qu'au-delà des mutations driver, elles impactent la survie. Attention, graphe absolument imbitable, ce qui fait des sous-groupes. Donc, c'est des algorithmes, peu importe, vous n'avez pas connu ça pour l'instant, mais le moléculaire est important pour permettre de prédire la survie de ces patients. Alors, thérapie ciblée en oncohémato, en tumeur solide, la réponse est oui, vous le savez, il y a plein d'inhibiteurs contre GF, ALK, les ROS, MET, il y a plein, quand il y en a qui résistent parce qu'il y a une mutation résistante, vous changez. Bon, après, c'est des maladies, c'est des saloperies, donc il faut se retourner très vite parce que les cellules mutent beaucoup. En oncohémato, on a l'acide transrétinoïque pour la PMLRR-alpha, on a bien sûr les ITK pour tout ce qui est BCR-Abelson, et puis on a des pistes. Les inhibiteurs d'IDH, donc IDH1 et IDH2 sont des molécules, vous avez appris ça dans le cycle de Krebs, il y a très longtemps, vous vous souvenez, qui transforment l'alpha-kétoglutarate en 2-hydroxyglutarate, peu importe. Ce sont des gènes qui sont fréquemment mutés, et donc il y a des inhibiteurs qui ont été développés. Et donc ici, à Saint-Louis, ils ont testé, il y a des essais qui sont présentés à la SH qui marchent bien sur la cellule IDH1 mutée, répond bien aux inhibiteurs, parce qu'en fait, la mutation donne à la protéine mutée une nouvelle fonction. Et c'est cette fonction qui est oncogénique, tu vois. Il y en a d'autres qui existent maintenant, des molécules, mais globalement, on est ça. Le JAK2, le ruxolitinib, ça marche bien, mais ce n'est pas spécifique. Mais les nazidenib et l'ivosidenib, inhibiteurs d'IDH1 et d'IDH2, sont des vraies belles pistes thérapeutiques.
Il y a des inhibiteurs d'FLT3, alors pareil, hein, ça marche bien. Dans la LAM, ça commence à avoir pignon sur rue. Et puis, voilà, on a listé un peu le maximum de ce qu'on pouvait ici. Les mutations permettent aussi, enfin, de prédire la réponse au traitement, sans forcément servir de cible thérapeutique. La présence ou l'absence de mutation va pouvoir vous dire, bah, écoute, le patient il va répondre ou pas au traitement, même si la mutation n'est pas l'objet du traitement. C'est ce qu'on appelle de la théranostique, encore un nouveau mot. C'est prédire la réponse au traitement en fonction du paysage mutationnel. Bah, parfois, c'est utile. Parfois, c'est important parce qu'il faut laisser le temps en tout cas le temps au traitement d'agir. Et si tu sais que le patient a un génotype favorable, donc tu as un fort pourcentage de chances qu'il réponde, tu vas laisser le traitement. Les agents hypométhylants que vous allez manipuler en hémato, ce n'est pas l'hydréa, ce n'est pas des traitements cytoréducteurs, c'est des choses qui agissent sur l'épigénétique, donc ça peut prendre du temps. Donc, si tu sais que ton patient a un génotype favorable, bah, tu vas le laisser 3-4 mois sous agent hypométhylant parce que tu penses qu'il va répondre, alors que si, parce que ce n'est pas de l'homéopathie, les agents hypométhylants, alors que si tu sais qu'il a un génotype où il ne va pas répondre, bah, tu vas arrêter le traitement et essayer autre chose. D'accord? Donc, ça peut orienter la prise en charge thérapeutique, ça c'est important. Dans la myélodysplasie avec les agents hypométhylants, dans la LLC avec l'ibrutinib, hein, qui est quelque chose de très, très important. Et puis, plus récemment, vous entendrez parler beaucoup du Venetoclax, qui est un traitement assez magique, un inhibiteur de BCL2 dans le traitement des hémopathies un peu tout venant. BCL2, c'est une protéine de l'apoptose. Donc, voilà, on essaie d'inhiber sa fonction et on restaure l'apoptose des cellules pathologiques. Donc, retenez que les mutations, c'est indispensable au diagnostic, pas forcément pour poser le diagnostic, mais pour aider à l'affiner quand on a des doutes. C'est indispensable pour le pronostic, c'est indispensable pour éventuellement identifier des cibles thérapeutiques, c'est indispensable pour parfois prédire la réponse au traitement et que ce n'est pas les mêmes gènes dans toutes les pathologies. On ne peut pas en 2 heures, un mardi soir, faire le tour de toutes les pathologies, mais retenez que par pathologie, il y a quand même un panel ou des dizaines de gènes qui sont raisonnables à regarder. Donc, ces diapos-là, peu importe. Ça, c'était des cas pour vous montrer la vraie vie. Je vais vous montrer un cas de vraie vie, par exemple celui-là. Ah bah, du coup, tout est marqué. Mais retenez que l'intérêt d'avoir des prélèvements séquentiels chez les patients, donc de faire du suivi, permet parfois de reconstituer l'histoire. Alors, c'est à l'heure actuelle plus à titre on va dire, de compréhension de la maladie et pour vous faire publier des petits case reports, c'est toujours intéressant, hein, ça ne mange pas de pain. Mais vous voyez que parfois, lorsqu'on a un patient qui avait un stade de SMD, myéloprolifératif, de LAM, en rémission complète de sa LAM et en rechute, bah, identifier les différentes mutations, on s'amuse, on fait du paysage mutationnel. Bon, c'est un peu compliqué, il est 20 heures, ça va être l'heure de terminer, mais globalement, retenez qu'il ne faut pas hésiter à prélever les patients à différents time points pour essayer de reconstituer les histoires et donc de comprendre un peu plus la physiopathie des maladies. Donc l'ADN, on fait du chromosome, on fait de la base, on trouve des anomalies, on affine le pronostic de nos homopathies, et puis on n'hésite pas à faire un peu de bio parce qu'on ne peut pas être exhaustif. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous remercie. Et voilà, il est 19h58, presque l'heure. Vous devez être épuisé, j'imagine. J'espère que ça... J'ai vu personne dormir. Alors derrière les écrans, je ne vois pas. Mais voilà, c'est une vaste question. Ça vous rappellera quelque chose, mais voilà, vous entendrez beaucoup parler de mutations, d'anomalies chromosomiques dans les différentes pathologies. Sachez qu'il faut faire les diagnostics, il faut faire cette biologie au diagnostic, c'est important parce qu'après, vous pouvez vous en mordre les doigts et qu'il y a des recommandations qui existent, mais que Fouchef sont là pour vous apprendre et que les labos pourront vous... Merci, docteur. Professeur. Non, voilà, c'est important. D'accord? Ça vous va? Bon, bah, je vous en prie. Merci à vous. Très informatif. Merci à vous sur le chat. On va devoir couper. Bonne soirée. Rentrez bien. Et donc, les diapos, c'est globalement les mêmes que celles de l'année dernière. Donc, si vous les avez eues, il n'y a pas de changement.